beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir d'être ici à Mendes. La conférence de ce soir, je suis content de la faire avec Maxime. Maxime, il est chef de clinique dans mon labo. On travaille ensemble là depuis quelques mois et on travaille sur ce sujet-là qui nous plaît bien et pour lequel on a des moyens dont on vous parlera tout à l'heure qui sont extraordinaires, qui nous permettent d'avancer très très vite. Donc on va commencer bille en tête avec ces questions. Je vous laisse la question, juste le temps de réfléchir. C'est quoi le microbiote? Avec différentes réponses. Vous ne touchez pas encore vos boîtiers. J'active le système et là vous pouvez commencer à répondre. Alors n'appuyez pas très très vite en passant tête à tête comme les enfants là qui font des SMS. Vous faites 1 et puis après 2 tranquillement et vous me répondez et je vois au fur et à mesure les boîtiers qui s'allument. Quand tout le monde aura appuyé, eh ben, on regardera ce qui se passe derrière. Donc c'est quoi le microbiote? La vie en petit, micros, bios, c'est du grec. Deuxième item, la flore microbienne, l'ensemble des bactéries pathogènes qui nous rendent malades, l'ensemble des bactéries, virus, champignons et parasites que le corps humain contient en grand nombre. Et je vous ai dit, il y a plusieurs réponses possibles. Parfois même toutes les réponses sont bonnes dans certaines questions. Je ne vous incite pas à répondre n'importe quoi en appuyant partout pour... Alors il me reste encore quelques personnes qui n'ont pas répondu. Voilà, nous avons 3 participants qui sont là. Je ne sais pas qui a le boîtier 14, c'est marqué dessus. Si vous ne voulez peut-être pas voter, je vous laisse libre. On va continuer. C'est la mise en route. Hein. Oui. Donc on va voir un petit peu vos réponses globales sur ces différents items. Alors... Ah, ça ne marche pas. Je vais le faire avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça, superbe. Donc, vous êtes 55% à avoir dit la vie en petit, micros, bios, 74% la flore microbienne, très peu, 3%, ça s'enchevêtre avec le texte, l'ensemble des bactéries pathogènes qui rendent malades, et 65% l'ensemble des bactéries, virus, champignons que nous hébergeons dans notre corps et que notre corps contient en grand nombre. Et ben c'est très bien, quoi. Je suis assez content de vous. Alors on va arrêter ces histoires de satisfaction des professeurs, mais la vie en petit, oui, microbios, c'est du grec, et micros c'est petit et bios c'est la vie, donc c'est un peu la traduction de ce que c'est que le microbiote. C'est un peu grossier parce que c'est pas que la vie en petit. La flore microbienne, c'est un peu comme ça qu'on appelait le microbiote avant. On parlait de flore microbienne depuis très longtemps et ça fait que seulement une quinzaine d'années qu'on parle de microbiote. C'est uniquement parce qu'on a changé de technique et c'est un peu comme du marketing. Il fallait faire évoluer le vocabulaire pour pouvoir, parce que vous allez voir qu'on a complètement changé tout ce qu'on savait. On savait très peu de choses finalement et avec des techniques de séquençage, on a passé vraiment la vitesse au-dessus. L'ensemble des bactéries pathogènes qui rendent malades, non, vous avez bien fait de répondre très peu à cet item-là. C'est au contraire, c'est celles qui nous font vivre, c'est celles qui nous font aller bien, et c'est pas celles qui nous rendent malades dont on va parler ce soir. Et puis ça, c'est la vraie définition. Alors je ne sais pas comment je vais faire pour revoir. L'ensemble des bactéries, des virus, des champignons, des parasites que le corps humain contient en grand nombre, c'est vraiment là-dessus. Donc je vous propose de vraiment partir là-dessus. Quelques diapos, puis après on reviendra à une nouvelle question. Ça marche, super. Donc on parle de microbes, c'est le microbiote, c'est la vie en petit, je vous disais. Les microbes, c'est quoi? C'est des organismes vivants invisibles à l'œil nu et qui ne peuvent être observés qu'avec un microscope. Et même, quand on parle des virus, on peut même pas, il faut un microscope électronique pour pouvoir les voir. Donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne voyait rien de tous ces êtres vivants minuscules et on les ignorait complètement. Et ces êtres minuscules, ce sont des bactéries, ce sont des virus, des champignons, des archées, je ne sais pas si vous savez ce que sont les archées, on va le voir juste sur la diapo d'après, les parasites, les microalgues, tout ça, ça vit autour de nous et on va voir que beaucoup d'entre eux vivent en nous. Alors là, je vous ai mis le monde du vivant. Quand on va séquencer un être vivant, on peut le classer dans cette espèce d'arbre généalogique du vivant. Et vous voyez qu'on a 3 paquets qui sont là, ici et ici. On a les bactéries qui sont là, qui forment un grand paquet. On a ici tous les êtres eucaryotes. On est des eucaryotes, on fait partie de ça, mais les plantes sont aussi des eucaryotes, les animaux aussi.
Tout ça, c'est là-dedans. Et puis, on a cette troisième grappe qu'on ne connaissait pas avant les années 70. Et c'est en faisant ce séquençage-là qu'on s'est aperçu qu'il y avait toute une partie du vivant qui était là-dedans, qu'on a appelé les archées. Ça ressemble à des bactéries, mais ce n'est pas tout à fait des bactéries. Est-ce que ce sont des bactéries plus anciennes que le groupe des bactéries? Est-ce que c'est l'origine des êtres vivants? On ne sait pas encore très très bien. Mais c'est quelque chose qui est particulier et qui est là. Des exemples d'archées, quand vous allez au Marais Poitevin et que vous faites remuer le fond de la vase et qu'il y a du méthane qui sort et que vous allumez ou que le batelier vous montre un petit feu follet, ben ça c'est parce qu'il y a des archées qui sont en train de travailler dans cette vase-là. Ce n'est pas des bactéries qui fabriquent du méthane. Quand une termite mange un arbre, du bois, ben elle ne peut le faire que parce que dans son intestin, elle a des archébactéries qui vont manger la cellulose. Pareil chez nos vaches, chez les chameaux, etc., les ruminants. C'est dans ce groupe-là. Alors, quand on regarde bien, là, c'est les animaux, et là, c'est les plantes. Et donc, avant qu'on invente le microscope, on va dire, eh bien, on ne connaissait que ça, les animaux, les plantes. Et puis, je ne vous ai pas mis le petit arbre qui va derrière, et puis nous, les humains, on est dans une de ces branches-là. Et donc, tout ça, ce sont des micro-organismes, et tout ça, ça va être susceptible de vivre en nous aussi, de vivre dans la nature, évidemment, mais aussi de vivre en nous. Je vous ai mis tous humains, tous microbiens, on reviendra là-dessus. On va faire une espèce d'analogie un petit peu avec l'espace où on vit. Quand on regarde notre planète depuis l'espace, on ne nous voit pas, nous les êtres humains, pourtant on sait qu'on est partout et qu'on peuple des endroits très différents de la planète. Là, c'est la cordillère des Andes, le delta du Gange, en Sibérie, dans des mines au Brésil, la gare de Calcutta, donc vous voyez des foules immenses. Et ben nous, c'est un peu pareil quand on se regarde, nous les êtres humains, on ne voit pas nos bactéries, et pourtant elles sont partout. C'est un peu comme si on était, nous aussi, une planète peuplée d'êtres vivants. Là, une image, on est sur notre front, il y a quelques poils, et puis vous voyez des corinébactéries, des staphylocoques. On est dans nos cheveux, même si on se lave bien les cheveux le matin avec du shampoing, ben, quand on prend des cheveux, ben, on regarde, et puis il y a fixé sur nos cheveux des staphylocoques. Là, c'est la paroi vaginale des femmes qui est tapissée de bactéries qui protègent cette paroi. Là, on est dans l'intestin, on en reparlera beaucoup aujourd'hui. Ben, vous voyez des milliards et des milliards de bactéries qui sont présentes et qui nous aident à vivre un monde assez extraordinaire qui est présent en nous. Donc on habite une planète Terre, on est une planète. Là, vous avez un fragment d'une paroi intestinale avec plein de bactéries fixées dessus. Une planète microbe, un ensemble de microbiotes. Et on va passer sur la deuxième question. Alors, deuxième question, on active. Là, vous pouvez commencer à voter. Comment est-ce qu'on étudie le microbiote? Est-ce qu'on étudie en observant des bactéries au microscope, en cultivant les bactéries, en séquençant de l'ADN bactérien ou à l'aide de souris? Alors, je vous ai dit, dans le microbiote, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des parasites. Maxime et moi, on est bactériologistes, donc on va essentiellement vous parler de bactéries. Et c'est là-dessus qu'il y a le plus de connaissances actuellement. Mais se développe, bien sûr, en ce moment, la connaissance sur les virus qui peuvent être présents en nous aussi. Encore 4 d'entre vous. Alors, c'est peut-être des boîtiers qui ne marchent pas. Hein. Est-ce que c'était les mêmes que tout à l'heure? Non. Non. Très bien, je vous propose de passer à la réponse globale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça se met. Hop, voilà. Alors, vous avez répondu en grande majorité en observant les bactéries au microscope. Donc c'est un petit peu, ça c'est la bactério du 19e siècle. Hein. On verra qui a inventé le microscope. C'est sûr que ça permet de regarder des choses, mais c'est pas très précis. En cultivant les bactéries, ben oui, c'est ce qu'on a fait jusqu'à il y a 20 ans. Et en séquençant l'ADN bactérien, ben c'est ce qu'on fait maintenant de plus en plus. Hein. Et à l'aide de souris, ben on prend aussi des souris parce que c'est un modèle animal qui nous permet de mettre des bactéries à l'intérieur, de voir ce qui se passe. Elles ont aussi un microbiote digestif. Donc c'est un outil aussi de recherche. Toutes les réponses étaient vraies. Celle qui est la plus importante actuellement, c'est vraiment en séquençant l'ADN bactérien. Alors, on va revenir, le microscope, on a dit, ben, le pionnier de cette découverte du microbiote ou de la flore bactérienne, c'est Van Leeuwenhoek au XVIIe siècle. Van Leeuwenhoek, c'est un drapier de Delft. Il est contemporain de Vermeer, hein, vous savez, ce peintre. C'est un drapier riche, qui a une grosse activité presque industrielle. Et chez ces gens-là, ben, à cette époque-là, faire de la science, c'est un hobby assez classe.
Et donc le week-end, dans son grenier, il fait de la science. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est drapier. Alors son boulot, c'est de regarder vraiment la trame des tissus, de tout ce qu'il fait. Donc il a des loupes et tout ça. Et il fabrique un petit engin qui est tout petit et qui est en fait le premier microscope. Il a une platine, il a une bille en verre, il met une goutte d'eau, il met quelque chose dans la goutte d'eau et il regarde à travers ce truc-là. Vous voyez, il faut le mettre devant son œil. Et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il fait des petits dessins, il voit des trucs qui bougent parfois, des bâtonnets, des boules, et il écrit un premier rapport scientifique là-dessus, qui soumet à la Royal Society à Londres en 1683. Et c'est la première preuve écrite de l'observation microscopique de bactéries. C'est la première fois que quelqu'un voit, vous vous rappelez tout à l'heure l'arbre du vivant où on avait les animaux et les plantes, avant lui, on connaissait que les animaux et les plantes, et la nature pour nous c'était ça. Et là maintenant on tombe sur un truc complètement nouveau, et on peut voir des choses minuscules, et ce qu'il voit c'est alors il appelle ça des animalcules, des petits animaux minuscules, et en fait ce sont des bactéries. Et il nous met des petites phrases assez sympas dans son rapport. Il y a plus d'animaux qui vivent dans les dépôts qui s'accumulent sur les dents, dans la bouche de chacun, qu'il n'y a d'êtres humains dans un royaume entier, en particulier chez ceux qui ne se lavent jamais les dents. Vous voyez un petit côté hygiéniste, et c'est assez amusant. Donc ce type-là, il avait gratté entre ses dents, il l'avait regardé, et il trouve ça, et c'est le début de la microbiologie, on va dire, et c'est l'observation microscopique. Donc c'est une étape très importante, mais vous allez voir que cette histoire de la microbiologie et du microbiote va être parsemée d'étapes scientifiques importantes. Non, c'est encore ? Si, c'est toi. Et donc là, on saute franchement dans une grosse étape dans le futur. On se retrouve avec les pères, on va dire, fondateurs de la microbiologie, donc avec la fameuse guerre franco-allemande par intérim entre Pasteur et Robert Koch. Mais ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'à cette époque-là, ils ne s'intéressaient pas à la notion de flore. La notion de flore, pour eux, c'était assez simple. Une bactérie, il faut trouver comment la tuer, donc il faut lui faire peur en trouvant l'antibiotique qui correspond. Donc cette notion de flore microbienne avait été un peu mise entre parenthèses. Les postulats à l'époque, le postulat qui porte le nom de Robert Koch, donc une bactérie est égale à une maladie. C'était un postulat initial qui a été accepté pendant de très longues années, et on pourra en rediscuter, a été franchement modifié par ces notions écologiques. Et en fait, quand on regarde la galerie des ancêtres du microbiote, ça a extrêmement accéléré après dans le XXe siècle, avec par exemple Théodore Escherich qui a découvert la fameuse bactérie que tout le monde connaît et qui porte son nom, donc Escherichia. Metchnikoff qui lui a apporté la notion que certaines bactéries, certains probiotiques pouvaient modifier un état de santé. Donc c'est le premier à considérer les bactéries non pas comme un pathogène mais comme un apport potentiel. Et Isaac Kendall qui lui a commencé à relier les notions de flore avec nos habitus. Et ici il s'était évertué à décrire principalement tout ce qui était alimentation et modification de la flore. Alors Metchnikoff, c'est amusant parce qu'il a découvert un bacille qu'il a appelé le bacille bulgare. En fait, il l'a sorti d'un yaourt et il a montré que c'était très bon pour la digestion. Vous voyez qu'on n'est pas loin des pubs qu'on entend de Danone, etc., qui nous disent ça ira mieux de l'intérieur. Déjà, c'est ce que disait Metchnikoff à cette époque-là avec ces bacilles bulgares qui étaient tout simplement des lactobacilles qu'on utilise fréquemment dans les probiotiques. Donc, les probiotiques, c'est quoi? C'est des bactéries qu'on va vous donner à manger, à ingérer pour essayer de vous soigner. Il faut rendre aussi hommage à des Français, Robert Ducluseau, Pierre Rébaud, qui ont travaillé à l'INRA pendant des années, dans les années 60-70. Et ces deux gars-là ont travaillé en fait sur leur caca. Ils ont pris des selles et ils ont regardé au microscope et puis ils se sont dit mais là je vois des trucs qu'on n'arrive pas à faire pousser sur nos boîtes habituelles de culture, donc je vais essayer de trouver des conditions qui me permettent de faire pousser ces bactéries-là. Et donc ils ont inventé des espèces de tubes qui font 2 mètres de long, dans lesquels on coule de la gélose et dans le fond desquels il n'y a plus du tout d'oxygène. L'oxygène va diffuser un petit peu en surface et puis au fond c'est complètement sans oxygène. Et là ils s'aperçoivent que des bactéries arrivent à pousser au fond de ces tubes-là, des bactéries qui ne supportent pas l'oxygène et qui vivent dans nos intestins, et on verra que c'est une part très importante de ce microbiote. Ils inventent aussi des espèces d'enceintes où il n'y a pas du tout d'oxygène, où ils peuvent manipuler les selles, mettre en culture, etc. Parce qu'ils s'aperçoivent que certaines de ces bactéries sont extrêmement fragiles. Dès qu'elles rencontrent 2 minutes l'oxygène qui est dans l'air ambiant, eh bien elles vont mourir. Et
une nouvelle avancée dans le temps, c'est l'apparition, la découverte, on va dire, principalement par James Watson et Francis Crick, mais n'oublions pas Rosalind Franklin, qui est décédée avant d'avoir son prix Nobel. Mais grâce à ces 3 personnes, on a trouvé que notre support d'information génétique, tout ce qui nous conditionne en grande partie, était supporté par de l'ADN. Et donc, à partir de ça, les outils ont commencé à se développer, des outils dits de biologie moléculaire, avec des outils qu'on utilise aussi bien en routine qu'en recherche encore à l'heure actuelle. Par exemple, Frédéric Sanger, qui a eu donc le prix Nobel à 2 reprises, a développé un séquençage qui porte son nom, qui est le premier séquençage qui nous a permis de séquencer des petits bouts d'ADN, des petits gènes. Et il a vraiment développé un principe qui, à l'heure actuelle, n'est que optimisé. La science n'a pas fait de bons supplémentaires, on va dire, considérables. C'est vraiment une amélioration de son principe. Et n'oublions pas Kary Mullis, qui, lui, ne s'intéressait pas spécialement au séquençage en tant que tel, mais plutôt à la détection des gènes. Et du coup, a développé ce qui s'appelle la PCR, la réaction en chaîne de polymérase, qui nous sert par exemple à l'heure actuelle pour détecter tout ce qui est organismes non cultivables ou qui ont été tués pour une autre raison. Et le séquençage n'est qu'une adaptation, ou du moins les 2 technologies sont franchement reliées. Et donc, pour revenir au séquençage en tant que tel, si à une époque on était sur des séquenceurs de très grosses non pas capacité, mais de très grosse taille, avec des véritables hangars remplis de séquenceurs qui n'avaient pas des performances extraordinaires. Comme vous le disait Christophe Burucoa tout à l'heure, les technologies ont évolué à l'heure actuelle, ce qui permet que des CHU qui ne sont pas, on va parler des prix tout à l'heure, qui ne sont pas forcément dotés de la même manière, peuvent séquencer. Et on se retrouve avec des séquenceurs, on vous en a mis 3 par exemple, ou voire celui qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui sont des séquenceurs de la taille d'une grosse imprimante, si vous voulez. Et à partir de cela, on peut séquencer des quantités de données vraiment faramineuses. Pour vous donner une idée, par exemple, ce séquenceur-là, si on veut faire du microbiote, en environ une journée, on génère 10 à 15 gigabases. Donc 10 à 15 gigaoctets. On remplit rapidement un PC avec des données informatiques. Et ce qui est très intéressant, là, c'est pas une illusion d'optique, c'est que les séquenceurs se sont de plus en plus miniaturisés, après avoir été de plus en plus performants et de plus en plus automatisés, ils ont été miniaturisés. Par exemple, ici, sur le Mignon, et son nom est assez bien trouvé, qui permet, de la taille d'une clé USB avec une simple goutte de prélèvement, permet de générer un séquençage de façon permanente. Et c'est ce genre de technologie, parce qu'il suffit juste, entre guillemets, d'un séquenceur et d'un PC avec une bonne capacité, on peut séquencer n'importe quoi et dans des conditions un peu extrêmes. Donc on peut se retrouver, par exemple, vous avez tous entendu parler de l'épidémie d'Ebola il y a quelques années. Et bien, même si cette technologie en était un peu plus à ses balbutiements, les premiers séquençages de virus Ebola ont été faits au milieu de la Pampa avec ce séquenceur. Donc on se retrouve avec des données de plus en plus importantes, avec des séquenceurs de moins en moins difficiles à obtenir, car de plus en plus abordables. En effet, si on reprend un peu d'historique, donc là vous voyez que c'est une histoire assez récente. Le premier séquençage, on va dire, de grande ampleur, le premier projet de séquençage de grande ampleur, en parlant de génome humain, donc l'avancée du génome microbien a suivi à peu près la même échelle, même s'il a commencé un peu plus tard, c'est le projet Génome humain, donc qui a été lancé en 2003, qui avait fait grand bruit dans la communauté scientifique, et parce qu'il y avait une dotation qui était assez considérable, plus de 3 milliards de dollars, et qui a duré plus de 13 ans, avec un nombre très important de techniciens, d'informaticiens, de biologistes, et des véritables hangars de séquençage pour réussir à obtenir, avec des grosses guillemets, le génome humain, qui regroupe vraiment toutes nos caractéristiques. Et même si on est assez tous humains dans cette salle, on partage 99,9% de nos gènes. On reviendra sur le microbiome, mais c'était relativement simple par rapport au microbiome. L'un des premiers pionniers à séquencer son génome en tant que tel et à en être fier, c'était James Watson, qui en 2007, donc vous voyez, en 4 ans, il a réussi déjà à séquencer son génome. Donc la différence de temps s'explique par le fait que le projet Génome humain voulait avoir un consensus, voulait réussir à comprendre, à annihiler les différences entre les génomes. Mais par exemple, James Watson a consacré 2 millions de dollars de sa propre poche pour avoir son génome qu'il a probablement affiché dans sa chambre. Puis après, la technologie a franchement évolué, et on va en reparler au moment de l'explosion des données qu'on a depuis.
c'est vraiment les séquenceurs dits individuels qui nous permettent de séquencer des génomes pour des prix de plus en plus abordables. 2013, c'est vraiment c'est vraiment une année un peu charnière, car les laboratoires de taille moyenne à importante pouvaient déjà acheter leurs propres séquenceurs. 3 000 $ pour un séquenceur, c'est... Pardon ? Pour un séquençage, c'était pas considérable, donc ça permettait d'avoir des données vraiment intéressantes en une quinzaine de jours, ce qui n'est pas complètement aberrant. Et il y a eu une véritable accélération depuis, parce que vous voyez que là, si on laisse passer 10 ans entre le premier projet et le deuxième, on a vraiment 2 ans, par exemple, entre les toutes petites technologies où je vous disais pour 1 000 $ à peu près, c'est ce que certaines boîtes américaines proposent. En 2-3 jours, on obtient notre propre génome, alors que Watson avait mis 2 millions de $, donc ça devient tout à fait abordable. Et si on se projette sur 2025, mais je suis prêt à parier que ça ira beaucoup plus vite que ça, on est capable de séquencer notre génome individuel pour une centaine de dollars et en 1 heure. C'est quelque chose qui est assez facile à imaginer avec les problèmes éthiques et philosophiques qu'on peut avoir par la suite. Et ce coût, il est représenté par la courbe de la loi de Moore, donc qui veut que, si vous voulez, on diminue le prix du séquençage au fur et à mesure, toute technologie évoluant est de moins en moins chère, mais on voit, je vous avais parlé de 2007 et 2013, ces deux infléchissements importants de ce coût, avec un véritable effondrement de ce prix par base produite, parce que les séquenceurs étaient de plus en plus performants à coût fixe. Alors comme c'est pas cher, tout le monde peut en avoir, et du coup on en a un à Poitiers. Là je vous ai mis notre dernier joujou là. Ça paye pas de mine, mais c'est quand même 400 000 €. Hein. Et il faut 400 000 € d'informatique derrière pour pouvoir gérer les données que ça sort. Donc j'ai pas résisté au plaisir de faire un selfie avec ma machine. Mais c'est pour vous dire que oui, on a ça ici, et ça veut dire qu'on a ça à beaucoup d'endroits maintenant, parce que vous avez vu, les prix se sont complètement écroulés. Donc là, Maxime nous parlait du prix du génome humain, et puis du coup, on fait du génome humain. C'est sûr que mes collègues généticiens ou cancérologues à Poitiers font ça, mais nous, bactériaux, ce qui nous intéresse, c'est le génome des bactéries, et c'est d'aller chercher tous les génomes qu'on peut avoir dans nos intestins pour voir combien il y a de bactéries dans les intestins. Alors, on repart sur un quiz. Pourquoi c'est à la mode ? On le découvre depuis 15 ans. Ce sont les progrès du séquençage qui ont permis de l'explorer. J'espère que vous pourrez répondre à cette question. Parce qu'il agit sur notre santé, parce que ça fait peur. Hein, c'est à la mode et il faut toujours que ça fasse un peu peur. Et puis parce que les bactéries de nos microbiotes sont plus nombreuses que nos cellules humaines. Et que du coup, pour les explorer, il faut aller séquencer, et que c'est pour ça qu'on en parle. Réfléchissez pas trop, hein, c'est instinctif. 18-25, ça marche jamais, hein, c'est ça ? Très bien. Alors là, j'ai toujours un petit souci. Ah oui. Et puis après, on peut... Non. Voilà. Donc voilà vos réponses. On le découvre depuis 15 ans. En fait, si, hein, vous n'êtes que 31% à avoir répondu. Ça fait 15 ans à peu près qu'on a des données sur ce microbiote par ces outils de séquençage qui viennent d'arriver. Vous avez vu, de 2003, c'est la cassure. C'est là où tout le monde arrive à commencer à s'équiper avec ces séquenceurs extraordinaires, et donc on commence à sortir des résultats. Ce sont les progrès du séquençage, oui, hein, on vous l'a bien seriné sur les diapos précédentes, parce qu'il agit sur notre santé, oui aussi, on va le voir tout à l'heure, et c'était le thème de cette conférence, oui, ce microbiote qui est à la mode, parce qu'on arrive à le séquencer, parce que c'est comme ça qu'on arrive à l'explorer, ça agit sur notre santé, on verra tout à l'heure. Parce que ça fait peur, un petit peu quand même, hein, 22%, parce qu'on se dit mais on tombe sur des trucs extraordinaires, et puis on s'aperçoit qu'on est plein de bactéries, c'est pas très ragoûtant, etc. Et puis le dernier item, c'était parce que les bactéries de nos microbiotes sont plus nombreuses que nos cellules humaines. Là aussi c'est vrai, on va voir, on va les compter ensemble. Ça fait beaucoup. C'est à la mode, c'est facile d'avoir un critère de voir comment c'est à la mode. Là, c'est le nombre de publications scientifiques par année sur le microbiote. Ou quand on tape microbiote, on voit ce qui tombe. Et vous voyez qu'en 2005, il y avait peut-être une dizaine ou une vingtaine de publications, c'était le début. Et puis là, vous voyez que ça monte de façon exponentielle. Et ça veut dire que c'est un sujet en pleine explosion sur le plan de la recherche, parce qu'il y a des publications qui sortent de plus en plus nombreuses. Pourquoi ? Parce que ces appareils sont de moins en moins chers, parce que plein de gens s'en équipent, dont nous ici, et on a commencé à publier sur ce sujet-là.
C'est bon. On parle aujourd'hui du microbiote intestinal. On va voir qu'on a d'autres microbiotes. Le microbiote intestinal, c'est le microbiote le plus important, à la fois en masse, on va dire, en nombre, etc. Et aussi en retentissement sur notre santé. Il est caractérisé par un gradient, une variation qui est de la bouche à l'anus. Et au fur et à mesure qu'on descend dans le tube digestif, de la bouche, on passe l'intestin grêle, etc., et on arrive dans le côlon, et ça va jusqu'à la sortie, eh bien, on va augmenter la densité de bactéries. On augmente cette densité de bactéries parce qu'au fur et à mesure qu'on descend, le pH va augmenter. Vous savez qu'on a un pH dans l'estomac qui est très acide, qui ne permet pas une bonne croissance de beaucoup de bactéries. Et puis, la pression partielle en oxygène va diminuer, donc on a de moins en moins d'oxygène. Vous vous rappelez tout à l'heure les chercheurs français qui avaient inventé des espèces de tubes pour lesquels il n'y avait plus du tout d'oxygène. Ben, c'est super important parce que ces bactéries-là, elles ne supportent pas l'oxygène, elles ne vont pas pouvoir vivre dans la bouche et elles vont vivre qu'à partir du moment où elles sont dans le duodénum ou dans le côlon. Et puis la vitesse du transit ralentit au fur et à mesure qu'on avance. Quand on avale quelque chose de la bouche jusqu'à l'estomac, ça va en quelques secondes. Et puis après, ça met un peu plus de temps pour sortir à l'autre bout. Et du coup, on a une concentration de bactéries qui va monter. On est j'arrive pas à lire, là, 10 puissance 2, ça fait 100 bactéries par gramme dans l'œsophage. Et puis on descend. Et vous voyez qu'à la sortie, on est à 10 puissance 11 bactéries par gramme de sel. 10 puissance 14, ouais, c'est 14, c'est pas 11. 10 puissance 14 bactéries par gramme de sel. Ça fait combien en milliards ? C'est 1 milliard, c'est 10 puissance 100 000 milliards. Donc, vous voyez, j'arrive pas à compter, quoi. Peut-être mon banquier y arriverait, mais moi, 100 000 milliards, ça me parle pas beaucoup. Donc 100 000 milliards de bactéries qui sont présentes comme ça par gramme de sel, c'est énorme. Alors, ce microbiote intestinal, je vous recommande de lire ce bouquin que vous connaissez certainement, Le charme discret de l'intestin, de Julia Anders, qui est une collègue allemande qui a écrit un bouquin de médiation scientifique qui est super, qui est vachement intéressant, qui est très sympa. Alors il est peut-être un peu difficile à lire parce qu'on s'endort un petit peu dessus, mais ça vaut le coup de le prendre comme ça par petites fractions et d'avancer dessus. Et puis il y a tout un chapitre sur le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est l'intestin. L'intestin, c'est le site de la digestion. L'intestin, quelque chose qu'on ne sait pas très bien, c'est un organe de l'immunité. 70% de nos cellules immunitaires sont dans notre intestin. Donc c'est très important de garder ça dans un petit coin de sa tête, là, pour les 2 diapos qui suivent. C'est un organe de l'immunité. C'est aussi un organe, c'est notre deuxième cerveau. C'est 100 millions de neurones, c'est énorme. C'est vraiment l'endroit où, après le cerveau, c'est là qu'il y a le plus de neurones. Donc on va avoir plein de cellules neurologiques qui sont en contact dans notre intestin avec ces milliards et ces milliards de bactéries. Notre intestin, si on le déroule, si on l'étale, eh bien, ça fait 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, je vous ai mis, c'est 2 fois le central de Roland-Garros. Donc chacun d'entre nous, on a à l'intérieur de nous, pour l'intestin, rien que pour l'intestin, parce que les poumons, c'est beaucoup aussi, si on étale tout avec les villosités et tout ça, c'est 400 mètres carrés. 400 mètres carrés avec, on a dit, 100 000 milliards de bactéries qui sont collées pratiquement dessus. Et 400 mètres carrés où il y a plein de neurones et plein de cellules immunitaires. Et donc on comprend que toutes ces bactéries qui sont présentes sur cette immense surface, à l'intérieur de notre intestin, vont être au contact de cellules immunitaires et de neurones. Et du coup, il va y avoir des dialogues entre les bactéries et nos neurones, notre deuxième cerveau, et des discussions entre nos bactéries et nos cellules immunitaires. Alors, le microbiote qui est dans notre intestin va avoir 3 fonctions majeures. La première, c'est de convertir des aliments en nutriments et en énergie, parce que les petits enzymes qu'on a dans nos gènes à nous ne sont pas capables de faire grand-chose. Et que si on n'avait pas les bactéries, il y a plein de choses qu'on n'assimilerait pas, qu'on ne digérerait pas. Et on a vraiment besoin de cette aide, de ce petit monde qui est en nous, pour absorber des calories, 10% de plus que si on n'avait pas de bactéries, des vitamines, etc., qui sont extrêmement importantes à notre santé. Donc on a besoin, rien que pour ça, pour notre alimentation, de ces bactéries-là. Deuxième fonction, ces bactéries qui ne sont pas des pathogènes, qu'on a tous dans notre intestin, nous protègent vis-à-vis des pathogènes. Vous avez une bonne flore digestive, un bon microbiote. Si vous buvez un peu de salmonelle, vous n'allez pas faire de gastroentérite. Par contre, si je vous ai donné un antibiotique juste avant, que je vous ai un peu dézingué votre microbiote, là, un tout petit peu de salmonelle, vous allez avoir la gastroentérite
la diarrhée, peut-être même un peu de fièvre, etc. Les vomissements. Donc, ces bactéries qui sont dans notre tube digestif, elles nous protègent des méchantes, on va dire. C'est les bonnes bactéries qui nous protègent des méchantes. Et puis, dernière chose qui est extrêmement importante, ces bactéries, en étant présentes au contact des cellules immunitaires, elles vont éduquer notre immunité, elles vont maturer notre système immunitaire. Et on sait maintenant que des gens qui ont un microbiote qui est déséquilibré, etc., vont peut-être faire plus de maladies auto-immunes, de maladies immunitaires, d'allergies, de choses comme ça, parce que notre corps apprend à tolérer un petit peu des signaux, parce qu'il est rempli notre tube digestif est rempli de bactéries qui envoient plein de signaux différents. Et donc ça éduque un petit peu à se dire non, ça c'est pas méchant, non, ça c'est pas méchant, non, ça c'est pas méchant. Et si on n'a pas ces signaux par nos bactéries, le moindre signal va dire c'est méchant et pof, déclencher une réaction allergique. Donc on a des hypothèses comme ça, on en parlera tout à l'heure, sur les gens qui ont des microbiotes déséquilibrés font plus d'asthme que les autres. Et donc, on a repris un peu cette notion de deuxième cerveau parce que ça a été longtemps l'idée qui circulait et qui reste vraie. Deuxième cerveau, pourquoi ? Déjà, Christophe Buricois vous en a parlé. Il y a énormément de neurones, donc ça reste un organe qui réfléchit. Et deuxièmement, si on prenait quelqu'un dans cette salle et qu'on le passait au broyeur, choisissez le voisin que vous ne préférez pas. Globalement, si on le passe au broyeur après lui avoir retiré le cerveau, donc on prend un individu normal sans présager de tout ça, le cerveau pèsera strictement aussi lourd que si on arrivait à récupérer toutes les bactéries d'un individu. Et pensez bien que récupérer des bactéries, c'est pas anodin. C'est des informations qui sont codées et qui, du coup, peuvent impacter énormément derrière sur la suite de notre devenir. Et si on reprend vraiment en termes de physiologie, comment ça se passe ? Eh bien, l'intestin, c'est vraiment un deuxième cerveau. Le microbiote y participe fortement, car c'est vraiment un réseau qui discute l'un avec l'autre. C'est pas deux boîtes séparées qui font leur travail dans leur coin. Le cerveau, on a tous en tête que le cerveau influence les activités motrices, sensitives, sécrétrices du tube digestif, même notre appétence à manger. Essayez de manger quelque chose quand vous êtes un peu déprimé, c'est pas forcément évident. Mais inversement, je pourrais vous dire que si vous mangez, et le physique de certains, dont moi-même traduisent cela, manger, ça rend heureux. Et les intestins, et principalement son microbiote, produisent la fameuse hormone du bonheur, la fameuse sérotonine endogène, et plus des 4/5 de cette hormone qu'on retrouve chez un individu sont sécrétés à ce niveau-là. C'est pour cela que la moindre perturbation, les moindres modifications qu'on retrouve au niveau de l'intestin ont réellement un impact au niveau macroscopique, au niveau de ce que nous sommes. Et ça a déjà été dit il y a bien longtemps. Alors là, c'était une petite phrase, on a dit ça peut faire peur de se trouver confronté à tous ces microbes qui sont en nous. Et je vous ai mis pour illustrer ça un petit poème court d'Apollinaire qui illustre bien ce côté un peu, ça fait peur, c'est un peu moche, c'est un peu dégoûtant, et puis à la fois c'est fascinant parce qu'on découvre un monde qu'on ne soupçonnait pas. Regardez cette troupe infecte, aux 1000 pattes, aux 100 yeux, rotifères, cirons, insectes, et microbes plus merveilleux que les 7 merveilles du monde et le palais de Rosemonde. J'aime beaucoup les microbes plus merveilleux que les 7 merveilles du monde. C'est vraiment... nous, on vit ça tous les jours, c'est-à-dire qu'on découvre ce truc-là, et puis c'est complètement enthousiasmant de se dire, bah oui, on avance vers quelque chose d'extraordinaire. Et puis je comprends aussi que quand on vous annonce maintenant que il y a autant d'êtres vivants en nous et tout ça, il y en a certains qui peuvent se sentir un petit peu apeurés, mais il ne faut pas du tout, c'est la vie, et on vit grâce à eux, on vient de le voir. Alors, un petit quiz, la 4e question, on l'active. Où se trouvent nos microbiotes ? Donc aujourd'hui, on parle du tube digestif, donc dans le tube digestif. Est-ce qu'il y en a dans les poumons ? Est-ce qu'il y en a sur notre peau ? Est-ce qu'il y en a dans notre cerveau ? Est-ce qu'il y en a partout dans notre corps ? Allez, un dernier qui répond et on donne la réponse. Allez, on y va. C'est Enter, et après voilà. Alors, dans notre tube digestif, 80%, j'espère un peu plus, il doit y avoir des problèmes techniques. Dans les poumons, oui, il y en a dans les poumons. Nos poumons, c'est une spécialité de Maxime, qui a beaucoup travaillé sur le microbiote des poumons. On a des bactéries qui sont aussi dans nos poumons. En fait, on va voir que sur tout ce qui est ouvert sur l'extérieur,
on a un microbiote, on a des bactéries qui se sont installées. Sur notre peau, évidemment. Dans notre cerveau, non, parce que là, c'est quand même protégé, c'est pas ouvert sur l'extérieur, même s'il y a des dialogues, vous avez vu tout à l'heure, avec des espèces d'hormones qui sont transmises, des neurotransmetteurs, il n'y a pas de... La seule limite, et ce qui a peut-être induit les personnes qui ont répondu ça en erreur, c'est qu'on se focalise sur tout ce qui est bactérien. Si on regardait les virus peuvent, eux, être dans le cerveau de façon naturelle. Donc en parlant du microbiote bactérien, cette réponse serait fausse. En parlant des microbiotes au sens large, ça resterait exact. Alors partout dans le corps, non pas partout, à 60% à peu près. À l'intérieur de nos muscles, il n'y a pas tout ce qui n'est pas ouvert sur l'extérieur. Dans les os, il n'y a pas de microbiote. Dans le foie, à l'intérieur du foie, il n'y en a pas. Par contre, dans les voies biliaires qui donnent sur l'intestin, là, il y a du microbiote. Donc vous voyez, dès qu'on est... Tout ce qui est ouvert sur l'extérieur, mais ouvert même profondément, tout le tube digestif, les oreilles vaginales, les trous de nez, tout ça, partout, là, il y a du microbiote. Et chaque niche écologique de notre corps possède son propre microbiote. On a dit microbiote, micros et bios petit. C'est donc l'ensemble des bactéries, des champignons et autres micro-organismes que le corps humain contient en grand nombre. Le plus étudié des microbiotes, c'est le microbiote intestinal. Et vraiment, c'est ça, c'est un peu compliqué comme phrase. Chacun des sites corporels ouverts sur l'extérieur correspond à une niche écologique spécialisée et caractérisée par ses propres populations microbiennes avec des dynamiques communautaires différentes, des interactions étroites avec les tissus de l'hôte. Partout en nous, où c'est ouvert sur l'extérieur, on va avoir une niche écologique particulière et avec une population qui va s'installer là-dedans, qui sera différente. C'est pas la même que dans l'intestin que dans les poumons, c'est pas la même au niveau vaginal, c'est pas la même dans le trou de l'oreille, etc. Et chaque fois, c'est un consortium de plein de bactéries qui s'installent, qui travaillent entre elles en communauté et au contact des tissus de l'hôte avec un dialogue. Et donc, pour reprendre un peu, pour avoir une idée un peu plus précise de ces microbiotes, donc prenons notre ami la Statues en bras, qui du coup... En reprenant chaque région isolée, on vous avait dit 10 puissance 2 au niveau du tube digestif, 10 puissance 14 bactéries au niveau des fesses, et on peut avoir d'autres idées. Si on prélève 1 millilitre de salive, on a environ 100 000 bactéries par millilitre de salive. 100 millions, pardon, effectivement. Mais si on gratte la peau, par centimètre carré, on a déjà une quantité importante de bactéries, et ces bactéries ne sont pas pathogènes. Une nouvelle fois, on insiste là-dessus. Si on reprend le côlon, c'est évident, donc 10 puissance 11 au niveau du côlon proximal, par exemple. Et pour les femmes, le vagin est naturellement en situation physiologique, contient 10 puissance 8 bactéries par millilitre de sécrétion, principalement par exemple des lactobacilles. Mais si on regarde l'individu en tant que tel, chaque cellule eucaryote, donc chaque cellule humaine, contient des mitochondries. Ces mitochondries, c'est une bactérie qui vit au plus proche de nous, qui est symbiotique réellement avec nous. Et donc on peut considérer qu'on a environ 10 puissance 17 mitochondries. C'est pour ça que les auteurs, même si la proportion varie entre les cellules eucaryotes et les cellules bactériennes, tous les auteurs s'accordent à dire qu'il y a au moins autant de bactéries que de cellules eucaryotes. Et du coup, on se croyait humain, mais si on peut résumer, pour reprendre l'analogie du mixeur, je retrouverais beaucoup plus de bactéries que d'êtres humains. Donc si je reprends le contenu de mon mixeur, je ne saurais pas si c'est un être humain ou un mélange bactérien. Et les cellules humaines sont très importantes, mais constituent seulement 22 000 gènes. On vous a donné ce nombre-là, c'est à titre indicatif, mais c'est surtout 22 000 gènes qui vont apporter des informations, qui vont du coup avoir des fonctions. Et si on regarde les cellules bactériennes, toutes les cellules bactériennes, eh bien, si on a 10 fois plus de bactéries, eh bien, on a beaucoup plus de gènes, car toutes les bactéries ont un éventail réellement important de fonctions possibles et plus de 3 millions de gènes potentiels. Et pour reprendre l'analogie du sport, je suis plus footeux que tennisman, si un microbe était un brin d'herbe, avec l'ensemble des bactéries qu'on a dans un tube, dans un individu, en le passant au mixeur, on serait capable de couvrir environ 1 million de terrains de foot. Ça donne une idée un peu plus précise du nombre de bactéries qu'on pourrait avoir et donc d'informations qu'on pourrait tirer des études de séquençage, par exemple, du microbiome. Et pour revenir à la question qui nous intéresse, de quoi est constitué ce microbiote digestif? Donc je vous laisse commencer à répondre. Ce microbiote digestif, il est constitué, point d'interrogation, de bactéries, de virus, de champignons, d'archées, de parasites, de neurones ou de cellules de l'immunité. Et ou de cellules de l'immunité.
Allez, vas-y. Et donc, si on répond, eh bien, de quoi est constitué notre microbiote digestif? De bactéries, effectivement. Donc, il reste un ou une irréductible qui ne pense pas. De virus. Et effectivement, même si on n'en parle pas aujourd'hui, c'est ce que qu'on vous disait tout à l'heure, les virus sont en très grand nombre. On considère qu'il y a environ 10 virus pour une bactérie en proportion. Parce que même si on a en tête tous les virus qui nous infectent nous, pensez bien que les bactéries ont leur propre virus. Et donc du coup, ça fait un nombre assez important de virus. De la même manière, les champignons, certains auteurs considèrent qu'il y a un micromycète, donc un champignon microscopique par cellule humaine, d'archées, bien évidemment, de parasites, en moins grand nombre, on est bien d'accord. Et reste la question des neurones et des cellules de l'immunité. On vous disait que ces neurones et ces cellules de l'immunité sont en interaction étroite avec ce microbiote digestif. La distinction relève du fait que vous verrez de façon indistincte dans notre présentation microbiote et microbiome. Microbiote ne constitue que les espèces individuelles, microbiote, alors que les neurones et les cellules de l'immunité font partie d'un organisme plus grand qui, lui, pourrait être intégré dans un microbiome digestif. C'était la question piège, parce qu'on aime bien faire des questions pièges pour les étudiants, donc on en a fait aussi ici. Mais ayez bien en tête que cette distinction n'est pas toujours évidente, et dans la plupart des papiers, la distinction n'est pas faite. Et une question comme ça à l'envolée, si je vous interroge, que je prends quelqu'un dans la salle, ne vous cachez pas, si je vous demande la bactérie la plus fréquente d'un tube digestif humain. Donc, Escherichia coli, vous voyez, j'ai essayé d'anticiper. Eh bien, non, raté. C'est pas Escherichia coli, parce que les auteurs, maintenant qu'ils sont capables de séquencer et qui sont capables de retrouver l'entièreté des bactéries qui sont présentes dans un tube digestif, ont montré que, par exemple, Prevotella, qui appartient à un autre embranchement qu'Escherichia coli, était 10 à 100 fois plus fréquente qu'Escherichia coli dans les selles. Et de façon générale, les anaérobies, donc pas Escherichia coli, mais les anaérobies sont beaucoup plus fréquents que les aérobies au niveau du tube digestif, parce que c'est un environnement qui leur est plus favorable. Donc c'est pas parce que tout le monde la connaît que c'est la plus fréquente. Mais c'est normal, hein, ça marche à tous les coups. Et donc si on reprend les bactéries du microbiote intestinal, la première proposition, c'est la plupart ne sont pas cultivables. J'ai presque répondu précédemment. La plupart ne supportent pas l'oxygène. J'y ai franchement répondu précédemment. La plupart étaient inconnues il y a 20 ans. 20 ans, voire même plus. Et sont très différentes d'une personne à l'autre. J'y ai répondu en début de présentation, c'est pour voir si vous suivez. Donc, vous avez tous répondu. Donc, du coup, la plupart ne sont pas cultivables. La plupart au sens de la plus grande majorité. Effectivement, certaines bactéries, on en découvre à tous les instants. Un grand bactériologiste encore vivant de Marseille considère qu'il va découvrir plus de bactéries qu'il n'en connaissait que l'état de la science quand il a commencé sa thèse. Et il va être probablement pas si loin que ça de réussir à la fin de sa carrière. Donc la plupart ne sont pas cultivables, et tout simplement parce qu'on n'a pas notion de tous les paramètres biochimiques ou culturaux des bactéries qui sont présentes dans notre microbiote intestinal. Donc c'est encore des informations qu'on n'aura pas par les méthodes habituelles. La plupart ne supportent pas l'oxygène. Oui, plus de 10 fois, plus de 10 anaérobies par aérobie dans un microbiote intestinal. Une nouvelle fois, on est bien sur ça. La plupart étaient inconnus il y a 20 ans. L'exemple qui a été donné tout à l'heure par le professeur Burukoa sur les anaérobies ou certaines bactéries de culture difficile, bien évidemment. Et sont très différentes d'une personne à l'autre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on considère tous les individus dans cette salle sans présager ni de leur famille ni de leurs origines, on partage environ 99,9% de notre génome. Ça, c'est à peu près établi. C'est pour ça qu'il y avait eu le projet Génome humain. Mais si on reprend toutes les bactéries et qu'on regarde les individus les uns après les autres, on ne partage qu'environ 10% de nos bactéries. Et ce, quel que soit notre état physiologique. Je ne parle pas des gens malades ou des gens sains. Un individu d'un âge donné, avec un sexe donné et un état de santé donné, ne partage que 10% avec son voisin. Et ça, c'est lié à l'évolution des technologies. Donc là, je vous ai mis des boîtes de culture pour vous montrer la diversité de ce qu'on peut utiliser au laboratoire. Et vraiment, à la fin du XXe siècle, avec les travaux sur les anaérobies, vous vous rappelez ces grands tubes de nos collègues de l'INRA, on pensait que
on maîtrisait parfaitement la culture et que ça permettait de bien appréhender la complexité de la flore microbienne. Eh ben, ça a été complètement révolutionné par tout ce qu'on vous a montré tout à l'heure, par les techniques de séquençage. Et on s'est aperçu qu'on ne connaissait finalement que 20% de ce qui existait. Et que le séquençage nous a fait découvrir tout le reste de l'iceberg et un reste beaucoup plus important, donc 80% de choses qu'on ne connaissait pas parce qu'on n'arrivait pas à les cultiver, qu'on n'arrive toujours pas à cultiver et qu'on n'arrive qu'à séquencer. On séquence et on tombe sur quelque chose qu'on n'a jamais trouvé et on se dit c'est une bactérie, c'est sûr, mais je ne la connais pas, donc on va mettre un nom dessus, etc. Et vous voyez que maintenant c'est énorme. Donc jusqu'à la fin du XXe siècle, on se croyait les rois du monde en faisant des cultures très compliquées, les anaérobies, tout ça, et ce qu'on sortait, les théories qu'on pouvait sortir ne concernaient que 20% des bactéries qu'on héberge. Donc ça veut dire que toute cette littérature, elle n'est pas à la mettre à la poubelle, mais elle n'est pas d'un grand intérêt par rapport à ce qu'on peut sortir maintenant avec le séquençage. Donc vraiment, la fraction non cultivable, 80%, et la seule façon dont on peut la voir, c'est d'aller séquencer. Autre question, un autre quiz. Peut-on vivre sans microbiote ? Oui, non, peut-être, mais difficilement. C'est breton, hein. C'est normand. En fait, tout est possible, mais on va discuter. Alors j'ai entendu là une très intéressante. Est-ce que ça a été essayé ? Eh bien non, pas. Alors attends, pas chez l'humain. Comment je fais là ? Check. Peut-on vivre sans microbiote ? Oui, 0%. On ne sait pas très bien, on va voir. Non, 94%. Bah oui, je pense que c'est important. Peut-être, mais difficilement. En fait, c'est plutôt peut-être ça. Alors, en fait, pourquoi on ne sait pas ? Parce qu'on ne l'a jamais fait chez l'homme. Hein, évidemment, on ne va pas prendre quelqu'un et puis lui sortir tout son microbiote. Déjà, je ne sais pas si on y arrivera. Et puis, on ne peut pas éthiquement faire un truc comme ça. Alors, on a une technique chez les souris. On a des petites souris qu'on appelle des souris axéniques. C'est des souris qu'on va faire naître par césarienne dans des conditions de stérilité complète. Et comme elles sont dans l'utérus de leur maman souris, elles sont complètement stériles. On les prend stérilement avec des gants, des trucs, on fait très gaffe. Et on va les mettre dans une enceinte, pas anaérobie comme tout à l'heure, mais une enceinte complètement stérile. Et avec des croquettes stériles, de l'eau stérile, etc. Et ces pauvres petites souris ne vont vivre toute leur vie sans jamais rencontrer une bactérie. Et donc là, on a un modèle qui fait ça. Alors vous imaginez, on ne va pas faire ça chez quelqu'un. Je ne pense pas qu'un comité d'éthique nous donnera l'autorisation de faire des césariennes et de prendre des bébés et de les mettre dans des... Non. Donc, qu'est-ce que nous enseigne ce modèle de souris ? Eh bien, chez ces souris, quand elles arrivent à l'âge adulte, dans ces conditions-là, elles arrivent à vivre quand même, mais elles ont une diminution de la vascularisation, une diminution des activités enzymatiques digestives, une diminution de l'épaisseur des muscles, de la production de cytokines, qui sont des médiateurs de l'inflammation, un niveau d'immunoglobuline sérique qui est écroulé, des plaques de Peyer qui sont des plaques des organes de l'immunité qui sont dans l'intestin qui sont diminués, des lymphocytes intraépithéliaux qui sont diminués. Vous voyez, ça va, mais ça va pas très fort quand même. Et qu'est-ce qu'on a ? On a une augmentation de la susceptibilité aux infections, une augmentation des couches de mucus partout dans le tube digestif. On a besoin de leur mettre 20 à 30% de croquettes en plus, parce que les bactéries, ça nous permet d'assimiler, on l'a dit tout à l'heure. Donc on peut vivre. Où est-ce qu'il est ? Hop. On peut. Hop. Merde, j'étais trop vite. Voilà. On peut vivre, oui. On a réussi à créer des animaux axéniques, mais tous ne sont pas viables. Certains ne peuvent pas se reproduire et certains ont des modifications importantes de certains organes et de tissus qui peuvent apparaître. Il y a des cancers qui apparaissent chez ces animaux-là. Donc ça nous montre aussi que la régulation de toutes nos bactéries vis-à-vis même du cancer qui peut-être empêche l'émergence de cancer parce que l'immunité n'est pas suffisamment développée. Donc vous voyez, on a un modèle qui nous dit oui, d'accord, mais c'est pas terrible et c'est assez compliqué. Peut-être que nous, chez des organismes plus complexes que les souris, ça serait complètement impossible. Donc toutes les réponses étaient bonnes. Alors d'où vient notre microbiote ? On est avec, il vient de notre maman, il vient de notre papa, du chien, des copains. Voilà. Ça marche avec un chat aussi. Alors, encore quelques indécis. Il faut faire Enter, c'est ça ? Alors, on est avec... Ah ben, pas tout à fait. On va le voir tout de suite derrière. Avant la naissance, on n'a pas de microbiote.
Et juste après la naissance, on a un microbiote. Donc on est avec. Est-ce que naître, c'est la période de quelques heures ou pas Mémorez-vous les souris axéniques qui naissent, elles, sans microbiote. Chez un être humain, on pourrait presque faire la même chose. Donc on n'est pas avec, mais très vite, on va l'attraper. De notre maman, je vois que vous avez une vision très machiste de la vie sociale des couples. Et bien, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est souvent notre maman qui nous donne son microbiote parce qu'on est plus proche de notre maman. Mais ça pourrait être la tati qui s'occupe des enfants très jeunes, etc. La nourrice, c'est la personne qui est la plus proche du bébé. De notre papa, vous êtes dur quand même parce qu'il y a un petit peu du papa quand même. Du chien, mais pourquoi pas? Parce que le chien, lui aussi, a son microbiote, a plein de bactéries dans son intestin, dans sa bouche. Et lécher un petit bébé, bon, on essaie d'éviter, mais inévitablement ça peut arriver. Et puis des copains, aussi, parce que vous allez voir que ce microbiote, il est le fruit de notre vie sociale. Il est le fruit de toutes les rencontres qu'on peut faire, des voyages qu'on peut faire, de toutes les bactéries qu'on peut rencontrer. Et rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer des bactéries, vous avez bien compris. C'est rencontrer un microbiote autre avec 10% seulement de choses en commun, donc plein de choses à échanger. Je vous laisse réfléchir à ces perspectives de vie de couple. Donc d'où vient notre microbiote? Quand on est dans le ventre de notre maman, dans l'utérus, il n'y a pas de bactéries. On est complètement stérile, comme notre petite souris dans sa hotte stérile. La naissance, je vous ai mis des photos un peu trash, mais parce que la naissance, c'est trash. La naissance, c'est un événement microbiologique majeur. Vous allez tout de suite être confronté à un monde plein de bactéries. Vous naissez, vous traversez la filière génitale de votre maman. On a vu 10 puissance 8 bactéries par millilitre de sécrétion vaginale. L'anus, c'est pas très loin. Il y a toujours un peu de caca à l'accouchement. Je vais pas. C'est pas comme dans les films. C'est la vraie vie. Ce caca, il faut qu'il soit là parce que c'est le microbiote digestif de la maman. Il va être transmis au bébé et le bébé va être ensemencé par tous ces trucs-là. Alors c'est pas très ragoûtant, mais c'est comme ça. Et puis après, évidemment, on va faire des bisous, des câlins, on va éternuer, on va allaiter. L'allaitement est une façon de transmettre aussi plein de bactéries, des bactéries qui sont contenues dans le lait, mais des bactéries qui sont dans la peau de la maman, du mamelon. On disait jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait se stériliser pratiquement le mamelon, se désinfecter. Non, il ne faut surtout pas faire ça. Vous enlevez les bactéries que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. Donc, vous voyez, notre microbiote, il vient très vite. Donc là, on est dans l'utérus, c'est complètement stérile. Et puis, vous voyez, en 2-3 ans, on va fabriquer notre microbiote. On va le constituer par ces rencontres. Donc à la naissance, on commence à avoir un peu de bactéries, puis vous voyez que ça monte en nombre pour atteindre les 10 puissance 14 par gramme qu'on a vu tout à l'heure. Au début, on a des bactéries qui se mettent, qui sont des streptocoques, des entérobactéries, des staphylocoques, plutôt des choses un peu pathogènes, mais qui vont se mettre dans l'intestin et qui vont consommer l'oxygène, parce qu'elles aiment bien l'oxygène, et donc elles vont, en poussant, consommer de l'oxygène. Et en consommant l'oxygène, elles vont faire baisser l'oxygène dans l'intestin et préparer le lit de tous ceux qui sont anaérobies, qui vont bien aimer ne vivre sans oxygène, qui vont finir par s'installer. Puis l'alimentation orale va amener des choses un peu différentes. On voit certains groupes bactériens monter, etc. Et donc, je vous disais, vers 2-3 ans, on a un microbiote qui est installé, qui ressemble beaucoup à celui qu'on va avoir pratiquement jusqu'à la fin de notre vie. On sait que les personnes très âgées ont un microbiote qui est un peu moins divers. Est-ce que c'est parce qu'ils s'alimentent mal, ou alors est-ce que ça pourrait expliquer une certaine fragilité chez les personnes très âgées? Est-ce que c'est le microbiote qui est responsable? Est-ce que c'est la façon de se nourrir qui change un petit peu les choses? On va voir ça tout de suite. Alors une question, qu'est-ce qui modifie notre microbiote? On avance un petit peu, on a vu comment il s'est installé, mais maintenant comment il va être modifié par nos expériences de vie. Notre mode de naissance, est-ce que de naître par voie naturelle ou alors de naître par césarienne, ça change des choses? Le type d'alimentation, ça commence très tôt. Est-ce que l'enfant a été nourri au sein ou au biberon? Et puis après, est-ce qu'on mange que de la viande ou du McDo? Ou est-ce qu'on mange bio? Ou je ne sais pas, on peut tout inventer. Est-ce que ça change des choses? Les antibiotiques, est-ce que ça peut modifier notre microbiote? L'hygiène, est-ce que, en faisant très attention à tout, je peux changer un petit peu mon microbiote? Est-ce que nos gènes, à nous, peuvent changer les choses? Alors, notre mode de naissance, c'est toi qui continue? Allez. Notre mode de naissance, c'est
C'est effectivement quelque chose de majeur parce que certains auteurs ont parfaitement montré que, par exemple, un enfant qui naissait par voie basse avait un microbiote digestif qui était beaucoup plus proche d'un microbiote digestif, enfin d'un microbiote vaginal, parce que, pour prendre une analogie assez simple, il boit la tasse et donc il se colonise, alors qu'un enfant qui naît par césarienne, le premier contact qu'il a avec la vie réelle, c'est la peau de la maman. Donc il a plutôt un microbiote digestif qui est plutôt un microbiote cutané. Donc ce mode de naissance, c'est vraiment la première modification par l'installation de notre microbiote. Le type d'alimentation, effectivement, si on prend un tout petit, le fait d'être nourri au sein, par exemple, ça va augmenter la proportion de bactéries qui sont résidentes au niveau de la flore cutanée de la maman, alors que prendre des biberons, c'est se frotter plutôt aux bactéries, aux entérobactéries, par exemple. Les antibiotiques, qu'est-ce qu'ils modifient ? Alors ça, c'est quelque chose qui est net, c'est que si jamais je vous donne des antibiotiques, les bactéries vont être modifiées en conséquence. Elles vont être franchement modifiées en proportion, en fonction de leur sensibilité, mais l'impact va être important. Et certains auteurs, par exemple, ne créent pas des souris axéniques, mais créent des souris sans germes en leur donnant des cocktails d'antibiotiques pour vraiment les décaper. Donc ça modifie franchement le microbiote. Donc, là, vous avez répondu 0. Aucun d'entre vous n'a répondu ça ? Je suis rassuré. Parce que, évidemment, les antibiotiques vont jouer sur des bactéries. Hein ? Ok. Et l'hygiène, bien évidemment, je pense que on en a parlé un peu tout à l'heure. Il est important quand même de maintenir quelque chose de propre. Hein. Je remets pas en cause le fait qu'il fasse se laver les mains avant de mettre les mains dans le caca. Mais à l'inverse, ça peut être intéressant, certains auteurs le soulèvent du moins, de laisser les enfants dans les bacs à sable. Manger le sable des bacs à sable peut diminuer un petit peu une part d'inflammation, par exemple. Néanmoins, les parents qui sont dans cette salle, je pense qu'il faut éviter quand même. Et nos gènes, alors là, c'est... Je pense qu'il y a eu un bug aussi. Il y a eu un bug probablement, parce que nos gènes, ils agissent indirectement. En fait, ils limitent les modifications par les autres facteurs. Donc oui, notre microbiote, c'est un peu la résultante de tout ça. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Bien sûr, on peut rajouter des informations, mais tout ça impacte énormément. Et pour reprendre un peu l'analogie de tout à l'heure, eh bien, si on considère un individu qui vient de naître, la naissance, le fait qu'il naisse par césarienne ou par voie basse a déjà un impact important. Certains auteurs suggèrent, par exemple, il y a des études en cours, qu'un enfant né par césarienne devrait être badigeonné avec les liquides venant de la filière génitale de la maman pour être protégé contre les infections ultérieures. Mais il y a aussi tout ce qui est génétique. Est-ce qu'il est soumis à on a quand même une hérédité qui impacte énormément. Et derrière, après, il y a toute la vie réelle, on va dire. Tout ce qui est alimentation, tout ce qui est le fait de vivre en communauté. Un petit frère ou une petite sœur a plus de risques de faire des infections à cause du grand frère ou de la grande sœur. Le fait d'être gardé en collectivité ou isolément. Et bien évidemment, la saison. Un enfant qui naîtra en plein hiver aura probablement un microbiote impacté par les infections respiratoires de l'hiver, par exemple. Mais ce qui est très intéressant, et ce pourquoi le CHU, par exemple, s'est doté d'une plateforme de séquençage pour le microbiote, c'est qu'on peut agir sur tous les paramètres épidémiologiques et tous les paramètres cliniques, avec bien évidemment la vaccination. Le fait de vacciner contre un pathogène fait qu'on le retire de fait de notre microbiote. L'infection, une infection va faire qu'il va y avoir une restriction de la diversité. Si par exemple vous avez une colite à Clostridium, vous n'avez plus que ça dans votre tube digestif, ou quasiment. Une infection à Helicobacter dans l'estomac diminue la proportion de toutes les autres bactéries. Les antibiotiques, on en a déjà parlé, ou le tabac. Le fait de fumer, passivement ou activement, modifie le microbiote digestif, bien évidemment, mais respiratoire. Et ça a été parfaitement montré chez les tout petits. Qui fument. Non, les tout petits qui ont la chance ou la malchance d'avoir des parents qui fument. Et des déséquilibres de notre microbiote pourraient entraîner des maladies. Lesquelles ? Cette liste n'est pas exhaustive parce que on en découvre tout à chaque fois, mais il y a des liens entre la pathologie et le microbiote. Est-ce que l'obésité est impactée ? Est-ce que le diabète est impacté ? Est-ce que toutes les maladies inflammatoires du tube digestif sont impactées, comme la maladie de Crohn ou l'érictocolites hémorragique ? Est-ce que les allergies, l'asthme, les bronchites chroniques sont impactées ? Est-ce que l'autisme est impacté ? Et je crois qu'il y a un petit 6, mais j'ai peur. Ouais, le petit 6, qui est la schizophrénie, sauf erreur de ma part, est impacté. Vous l'avez normalement sur les feuilles. Sur les feuilles, mais là c'était caché par le quiz. Donc une nouvelle fois, il peut y avoir une, plusieurs ou toutes les réponses exactes. Quelques dernières secondes. Donc, si on regarde, eh bien,
ça peut entraîner les maladies. On va voir le bémol que je vais introduire à la diapo d'après, mais l'obésité, par exemple, ça a été bien montré. L'obésité est liée à des déséquilibres du microbiote. Lié ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet. Il y a des associations. Le diabète, de la même manière, qu'il soit un diabète juvénile ou un diabète de la personne âgée. Les maladies inflammatoires du tube digestif. Quand je vous avais parlé de l'Escherichia coli sur la diapositive, il y avait en fait, c'était une étude qui étudiait les maladies inflammatoires du tube digestif. Et les couleurs étaient franchement différentes entre la gauche et la droite. Je vous renverrai au diaporama. Les allergies, l'asthme, en effet, mais on peut rajouter aussi d'autres maladies comme la mucoviscidose. Ça a été montré que c'était un déséquilibre du microbiote et qu'on pourrait amender un peu les symptômes en modifiant ce microbiote. Et par contre, les dernières sont beaucoup plus sujettes à discussion, l'autisme et la schizophrénie. En effet, il y a des modifications de ce microbiote. Néanmoins, c'est extrêmement difficile d'étudier ces populations de par leur hétérogénéité et de par les conditions d'étude. Donc, les études encore sont balbutiantes sur le domaine, alors que les études des 4 premiers points sont franchement plus robustes. Et si on prend des exemples de maladies, c'est pas anodin. C'est parce que on est parti d'une hypothèse, je vous avais parlé du postulat de Robert Koch, où on considérait qu'une bactérie était un pathogène. Donc une bactérie égale un virus, pour résumer, égale une maladie, pour résumer. Eh bien, en fait, ça a évolué. Le postulat de Koch, maintenant, on parle de postulat de Koch un peu plus écologique. Et on parle de dysbiose. Dit autrement, c'est quand le microbiome passe mal dans notre organisme, est modifié et nous rend malade. Et en fait, 2 choses peuvent avoir été impactées par cette modification. Tout d'abord, le fait qu'on considérait par le postulat de Koch qu'on contrôle une maladie infectieuse en tapant dessus, tout bêtement. Et ça, en fait, c'est pas aussi simple. Par exemple, quand vous avez une infection virale, il ne faut pas donner des antibiotiques avant une infection virale. Vous risquez de tuer la personne. Donc c'est déjà modifié pour le contrôle des maladies infectieuses. Mais c'est extrêmement important, et là, on pourrait en parler des heures. Les dysbioses, en fait, sont aussi liées à l'hypothèse hygiéniste. Vous avez probablement tous entendu les personnes soulever l'idée que si on arrêtait de vacciner les gens, si on arrêtait de donner des antibiotiques, peut-être qu'il y aurait moins de maladies inflammatoires. C'est probablement vrai. Néanmoins, il ne faut pas perdre à l'esprit que mourir d'une maladie infectieuse vaut peut-être moins bien que vivre avec une maladie inflammatoire. Il faut toujours peser le pour et le contre. Mais cette dysbiose de l'hypothèse hygiéniste est réellement cruciale à l'heure actuelle. Et le souci majeur, et on va prendre l'exemple de l'obésité, c'est vraiment quel est l'œuf, quelle est la poule ? Qui est la cause, qui est la conséquence ? Parce que, rappelez-vous, quand on étudie le microbiome digestif, on étudie 10 puissance 14 bactéries par gramme, mais on vous prend un temps donné. Vous avez déjà votre histoire, vous avez déjà vos habitudes. Mais je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé avant. Et je ne suis pas sûr que ce soit les bactéries qui vous ont modifié. C'est peut-être l'inverse. Et en fait, pour ça, on va prendre Bob et Jean-Mi, qui sont 2 souris jumelles, donc des souris de laboratoire. Une qui a bien mangé à la cantine et l'autre moins. Et donc, prenons au hasard Bob qui est tout rond. Eh bien, si jamais je récupère les selles de Bob et Jean-Mi et que je les donne à des souris qui viennent de naître, eh bien, en fait, en donnant la même ration alimentaire, alors que là, j'avais modifié la ration alimentaire, en donnant la même ration à des souris qui sont jumelles, mais qui ont eu la chance de manger le caca de Bob et Jean-Mi, eh bien, en fait, on peut recréer des souris grosses ou des souris maigres. Et ça revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur les souris axéniques, c'est que le fait d'avoir un microbiote qui absorbe beaucoup plus de calories, eh bien, on est capable, en fait, de stocker. Et du coup, l'obésité pourrait être liée à des bactéries, bonnes ou mauvaises, qu'on aurait dans notre tube digestif. Et ça, le problème, c'est quel est l'œuf, quelle est la poule. Et vous me dites, oui, c'est bien gentil, tout ça, tu fais ça chez la souris, mais je ne suis pas sûr que chez l'être humain, ça marche. Eh bien, des auteurs ont dit, on va faire la même chose. On va prendre un individu maigre, à droite, et un individu moins maigre, à gauche. Eh bien, ces volontaires sains ont gentiment donné leur caca. Ils ont donné leur caca et du coup, déjà on peut voir, et ça a été représenté sur ce schéma, rien qu'en étudiant ça, on a vu que la personne obèse, en fait, elle avait moins de bactéries différentes. Parce que quand on est obèse, c'est qu'on a généralement un type d'alimentation restreint qui fait que du coup, les bactéries n'ont pas besoin d'être variées pour pouvoir fonctionner. Et donc, en donnant ces 2 microbiotes, une nouvelle fois à 2 souris jumelles de laboratoire, eh bien, on est capable de recréer Bob et Jean-Mi. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait se dire que le microbiote impacte sur l'obésité, mais ça pourrait impacter aussi sur les maigreurs. On pourrait restaurer en modifiant le microbiote, en ajoutant telle ou telle bactérie. Bref, ça, on est au balbutiement de ce qui pourrait se passer, mais
on a probablement des pistes de recherche extrêmement intéressantes. Et du coup, maintenant que je vous ai montré un exemple qui nous impacte, si ce n'est tous, on en a tous entendu parler, c'est quel est l'intérêt de faire tester son microbiote ? Est-ce qu'il y en a un déjà ? Oui, c'est capital, parce que voilà. Non, ça sert à rien, j'ai pas envie. Demain peut-être, parce que j'ai mieux à faire aujourd'hui. Ou non, c'est trop cher, parce que Noël approche et que voilà. Même si on est en avril, Noël c'est bientôt. Et si on regarde, vous êtes tous convaincus que c'est capital, c'est parfait. On va tous récupérer vos selles, merci de les mettre dans un petit pot. Non, ça sert à rien, c'est probablement quelqu'un qui a déjà fait caca. Demain peut-être, quelqu'un qui a mieux à faire. Ou non, c'est trop cher. Eh bien, je pense que la bonne réponse, c'est qu'à l'heure actuelle, oui, c'est capital ou non, ça sert à rien, on n'est pas capable de trancher. Je pense qu'à l'heure actuelle, on pense qu'il y a un lien, mais je pense que je ne suis pas capable à l'heure actuelle de dire vous serez grand, maigre, petit, gros, riche, célèbre, avec votre caca, donc demain, probablement. Donc attendons un petit peu. Non, c'est trop cher, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça dépend un peu. Si vous êtes Carlos Ghosn et que vous avez mis de l'argent de côté, probablement que ça ne représente pas grand-chose. Si vous êtes moins fortuné que cet individu, probablement que ça coûtera quelques jours de votre travail. Alors, je voudrais revenir vraiment là-dessus. On vous présente des résultats, ça a l'air enthousiasmant. On se dit, putain, l'obésité, on va changer le microbiote et on va peut-être maigrir. On sait déjà, il y a des expériences extraordinaires, des enfants qui sont dans des pays où il y a de la famine et qu'on veut renourrir. Donc c'est vraiment le contraire des obèses qu'on veut faire maigrir. Eh ben, on sait maintenant qu'en transplantant un microbiote, en leur mettant un microbiote de quelqu'un de normal, on va les renourrir beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez que c'est quand même extraordinaire. On arrive à des enfants, on aurait mis des mois et des mois, parce que récupérer un enfant dénutri et le remettre à flot, ben, ça dure extrêmement longtemps pour que ses protéines remontent, etc. Et il y a des intolérances à l'alimentation, etc. Et quand on met un peu de microbiote sain dans cet enfant-là, ben, il y a eu des expériences et ça marche en quelques semaines. C'est des résultats qui sont assez extraordinaires. Donc oui, il y a des choses qui sont capitales. Non, ça ne sert à rien. Je pense qu'on ne peut plus dire ça. Demain peut-être, demain certainement, j'en suis sûr, mais on voit apparaître maintenant, à cause de cet engouement, à cause de ce progrès-là, des possibilités de faire étudier son microbiote, de l'envoyer par la poste à une start-up aux États-Unis et qui va vous faire ça pour 150 € et vous rendre un résultat. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ce résultat. C'est exactement comme vous allez prendre un peu de vos gènes pour aller séquencer et on va vous dire, ah ben oui, vous êtes européen à 22%, un peu africain, un peu de machin. Quel intérêt, quoi. Pour le moment, ça n'a pas un intérêt majeur. Donc, il y a des gens qui font du business avec ça parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans la détresse, qui se disent, on a parlé d'autisme tout à l'heure, on s'aperçoit que le microbiote des enfants autistes est différent du microbiote des enfants qui ne sont pas autistes et que peut-être il y aurait des espoirs avec des transplantations comme ça. Mais il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans, qui font du business en disant, on va détecter l'autisme avec le microbiote et puis on va voir qu'est-ce qui est déséquilibré. Et puis certains praticiens, je ne sais pas sur quelle preuve, proposent des traitements pour rééquilibrer le microbiote. On n'a rien qui prouve que ça marche. Et donc, ces gens-là se retrouvent engagés avec de l'argent pour tester le microbiote, des médicaments qui ne sont pas remboursés, qui n'ont jamais été non plus évalués. Et puis, on reteste le microbiote pour voir si ça a un effet. Et donc, une espèce de pompe à fric qui se met en place, qui est complètement... c'est dégueulasse, quoi. C'est profiter de la misère des gens en leur proposant un rêve sur quelque chose qui fait rêver tous les scientifiques, mais pour lequel on n'a pas de réponse franche à apporter aujourd'hui en disant « oui, on va soigner votre fils ». Avec ça, avec ci, et ça va marcher. Non, pour le moment, on ne sait pas très bien. On sait qu'il y a un problème de microbiote, on sait qu'il y a une dysbiose. Peut-être qu'on pourra faire des choses. Il y a des projets de recherche clinique qui sont en cours pour essayer de changer un peu les microbiotes, pour voir si on a un levier, soit avec des antibiotiques, soit avec des transplantations de microbiotes, mais on n'en est pas là. Et maintenant qu'on s'est posé la question de est-ce qu'il faut l'analyser, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils deviennent bien. Je vous ai parlé de microbiote qui n'était pas bien. Eh bien, maintenant, la question, c'est comment faire pour qu'il soit bien. La première chose que vous pourriez me dire, c'est à quoi bon ? Depuis tout à l'heure, tu me présentes des trucs, j'ai pas vraiment confiance dans ce que tu me racontes. Ou alors, on peut utiliser des probiotiques ou des prébiotiques. Il y a une nuance fine, mais qui existe quand même. On peut changer notre microbiote. Est-ce qu'on peut le transplanter ?
Ça, c'est une bonne question. Les régimes, les habitudes de vie, quelles qu'elles soient, manger bio, manger de la malbouffe, manger vegan, manger des œufs, manger du poisson, est-ce que ça impacte? Les huiles essentielles, la naturopathie, l'homéopathie, tout ça, est-ce que ça impacte et est-ce que c'est les bonnes solutions? Ça, à partir de cette question-là, on peut discuter aussi énormément de l'impact sur ce microbiote. Alors, à quoi bon? Je suis content parce qu'on vous convainc au fur et à mesure de la soirée. On voit. Les probiotiques, c'est quoi? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les probiotiques, c'est vous donner à manger des bactéries pour essayer d'améliorer les choses. Est-ce que les probiotiques marchent sur le microbiote? Eh bien, on ne sait pas encore. Hein, on en vend déjà en pharmacie. Vous êtes plusieurs à en prendre, je suis sûr. Il n'y a pas d'évaluation scientifique qui ont montré que ça avait une réelle efficacité. Alors, moi, j'ai des amis, des cousins, des gens que je connais qui me disent « Ah tiens, j'en prends, j'étais vachement bien cet hiver, c'est super ». Ben ouais, oui, mais c'est très bien pour toi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait monter des études. Le problème, c'est que les probiotiques, c'est les bactéries. Les prébiotiques, c'est des nutriments pour les bactéries, pour favoriser certaines bactéries. Donc, c'est à peu près la même stratégie. Mais sauf que ça, ce n'est pas des médicaments. Ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'autorisation de mise sur le marché et qui n'ont pas besoin de tests pour prouver leur efficacité. Donc, c'est vendu par des boîtes qui vendent ça comme des yaourts ou de la machine, ou de la poudre pour la machine à laver. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, et donc ils mettent des trucs, c'est pour votre bien, vous serez mieux de l'intérieur, etc. Ça vous arrangera si vous avez une diarrhée. On ne sait pas parce que ces boîtes-là ne se payent pas le luxe de faire des grosses études qui coûtent très cher. Hein. Si on veut montrer que dans la gastro-entérite, ça apporte quelque chose de prendre un probiotique, il faudrait y monter une étude avec 1000 enfants qui ont la gastro-entérite, il y a 500 qui en donnent un placebo et 500 qui en donnent le probiotique, et puis voir que ça coûte des fortunes de monter ça. Et ils n'ont pas besoin de le faire parce que ce n'est pas des médicaments et parce qu'ils peuvent le vendre sans avoir à le prouver. Donc c'est un petit peu problématique. C'est exactement comme l'homéopathie. On pourra avoir exactement le même débat. Donc je ne sais pas. On commence à avoir des essais importants. Là, il y a eu un essai en Chine sur des enfants qui avaient des gastro-entérites où ils ont donné un probiotique et puis un placebo de l'autre côté. Mais finalement, à la fin de l'étude, ça allait moins bien chez les enfants qui avaient le probiotique. Alors, après, les fournisseurs nous disent « Ah oui, mais moi, je ne vends pas le même. Le mien, il marche. » Ben oui, bon. Il faudrait faire des essais comme ça pour pouvoir savoir si ça marche ou pas. Donc, vous voyez, il faut être assez prudent là-dessus. Un truc qui marche, c'est ce truc-là, qui s'appelle la transplantation fécale. Je crois que j'en parle juste derrière pour vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Les régimes, les habitudes de vie, manger bio, on ne sait pas. On sait que ça va changer quelque chose, mais c'est extrêmement difficile à expliquer. Je vous disais que chacun d'entre nous a son propre microbiote. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a sa vie. Il est né de telle façon, il a été allaité de telle façon, il a pris des antibiotiques à tel âge, etc. Il a rencontré le chien, le machin, l'oncle. Et chacun d'entre nous a un microbiote qui est l'image de toute notre expérience de vie, on va dire, et même de l'expérience de vie de notre maman, de notre grand-mère, puisque ça a été transmis au fur et à mesure. Donc chacun de nos microbiotes, c'est quelque chose de très personnel, qui est l'aboutissement d'une évolution de l'humanité et puis de notre famille, etc. Et c'est un peu comme nos gènes à nous, qui sont hérités de nos parents. Et ben là, c'est pareil. Notre microbiote est un peu plus hérité de notre maman que de notre papa, mais hérité aussi des autres qui sont autour, de l'environnement dans lequel on a vécu et dans l'environnement dans lequel a vécu toute notre famille avant nous, puisqu'on a récupéré tout ça. Donc, vous voyez, ça atteint les questions philosophiques. Est-ce que mon microbiote, c'est extérieur à moi ou est-ce que c'est moi? Peut-être que c'est un peu moi et c'est beaucoup mon image, en tout cas. Donc, les régimes, les habitudes de vie, manger bio, il n'y a pas d'études qui nous montrent. Certainement, ça doit faire bouger un peu les choses, mais on n'a pas d'études pour ça. Pareil, huiles essentielles, naturopathie, homéopathie, je ne peux pas vous répondre. On est pareil que ces trucs, que les probiotiques, les prébiotiques, ça n'a pas été évalué suffisamment. Il n'y a pas eu les moyens financiers pour faire des grosses études irréprochables qui montrent que ça a une activité. C'est toi qui fais ça ? Et donc, du coup, tout à l'heure, Christophe a parlé de la transplantation fécale, donc la transplantation de microbiote fécal. Donc, on va juste parler un peu rapidement de comment ça se passe, parce que pour le coup, là, c'est un médicament au sens strict. On soigne des gens avec ça, des situations bien précises. Je précise quand même déjà. Comment ça marche? Eh bien, c'est tout simple. Vous récupérez une crotte, principalement une crotte
quelqu'un de proche. J'entends par proche que si on veut traiter un individu A par transplantation fécale, le plus simple, c'est de demander, par exemple, à son époux ou à son épouse, ou à son frère ou à sa sœur, s'il est petit, ou à son coloc, s'il est tout seul et qu'il est étudiant. Eh bien, une fois qu'on a ce degré d'intimité, on est capable de récupérer les selles de l'individu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est probablement le microbiote qui est le plus proche de celui qui serait normal, entre grosses guillemets. En gros, la préparation, c'est de passer les selles au mixeur, de les qualifier, donc de vérifier qu'on ne transplante pas quelque chose de grave. Il ne s'agirait pas de préparer une transplantation de microbiote fécal en mettant du VIH à l'intérieur, par exemple, ça serait un peu dommage. Et on met ça dans des éprouvettes, tout bêtement, qu'on est capable de mettre en gélule. Ça, c'est dans la meilleure des situations. Dans la vraie vie, ça ne ressemble pas vraiment à ça. Dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Vous avez des grosses seringues. Là, c'est plusieurs dizaines de millilitres, remplis d'une solution de caca en solution, tout bêtement. Et ça, en fait, heureusement, les médecins qui exercent et qui donnent ça, à juste titre, ils ont quand même la bonne idée d'emballer ça dans de l'aluminium. Parce que c'est pas hyper ragoûtant, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est principalement dans les infections à Clostridium difficile, comme je vous le disais, on n'a que ça dans le tube digestif quand on a des infections à Clostridium difficile qui sont résistantes. Et ben, en fait, la solution, c'est, je vous mets une sonde nasogastrique jusqu'à plus bas que l'estomac, et je vous injecte 200, 400, 600, 1 litre de préparation de sel. Si vous allez plus bas que l'estomac, normalement, vous ne vomissez pas. C'est normalement. Néanmoins, au CHU, par exemple, il y a eu une patiente qui a été traitée l'été dernier par transplantation fécale pour des autres indications que la coïde de Clostridium difficile, qui pour le coup est clairement établie, ça marche très bien et ça marche immédiatement. Eh bien, on est capable de montrer que cette indication peut être extrêmement variée. Là, je vous parlais de la patiente, c'était dans le cadre d'une maladie du greffon contre l'autre au niveau intestinal, avec une gravité importante et résistante au traitement. On a diminué sa symptomatologie. On ne l'a pas soignée complètement, mais elle était soignée le temps de l'efficacité du traitement. Mais d'autres auteurs ont montré qu'on était capable d'augmenter l'efficacité vaccinale. On parle des adjuvants, on parle de l'aluminium. Proposons aux antivaccinaux de se faire une injection de caca. Ça évitera les problèmes. Mais le souci majeur, c'est que c'est encore assez mal vécu par les autorités de santé. Les autorités de santé, quand vous vous dites « Bonjour, j'arrive, j'ai une gélule de caca, je suis sûr de soigner le cancer, la mort », la mort, de façon générale, je la soigne, mais l'autorité de santé va vous dire « Oui, mais prouvez-moi que l'autre gélule qui est à côté, elle est strictement identique. » Et là, comme vous l'avez compris, à 10 puissance 14 bactéries, ça devient extrêmement difficile de dire que les 10 puissance 14 de la gélule A sont identiques à celles de la gélule B. Et du coup, des médicaments n'existent pas encore, mais de nombreuses entreprises pharmaceutiques font ça parce que c'est probablement une piste d'avenir. Et en continuant sur le microbiote, on peut se poser la question des animaux. Est-ce que les animaux ont un microbiote ? Parce que je vous rappelle qu'on est des organismes supérieurs et que la question est, est-ce que les animaux ont un microbiote ? Oui ou non ? On est un peu moins normand que tout à l'heure. Mais on peut se poser la question aussi pour les plantes. Est-ce qu'une plante a un microbiote ? Et pour prendre quelque chose d'inanimé et d'un peu moins intéressant, un tuyau de distribution d'eau, est-ce que c'est un microbiote ? J'aurais pu rajouter la machine à café Nespresso. Il y a des études qui étudient le microbiote de la machine à café Nespresso. Très bonne étude au demeurant. Et du coup, pour répondre à ça, eh bien, je pense que vous avez bien compris qu'effectivement, les animaux ont un microbiote qui leur est propre. Pour le coup, il y a moins de 10% de choses communes avec notre animal de compagnie. Mais si vous étudiez votre animal de compagnie avec qui vous mangez des croquettes, probablement que vous aurez des microbiotes un peu plus identiques. Les plantes, c'est un peu plus compliqué. Si on considère l'intérieur d'une plante, c'est difficile. Si on considère la superficie d'une plante, de la même manière qu'on étudierait notre peau, oui, elles ont un microbiote. Les tuyaux de distribution d'eau, ça devient compliqué, parce que les tuyaux de distribution, c'est pas un hôte au sens strict. Néanmoins, l'étude dont je vous avais parlé a étudié les tuyaux de canalisation de la machine à café Nespresso et a montré qu'il y avait des bactéries très intéressantes ou pas à l'intérieur. Donc tout ça, on est entouré de microbiotes, et pour faire simple, tout est microbiote. Et la dernière question de notre présentation, c'est qu'est-ce qu'il faut attendre de tout ça ? Ça fait maintenant 1h30 qu'on vous raconte tout ça. Est-ce qu'on vous a juste occupé ou est-ce que vous en retirerez quelque chose ? Eh bien, est-ce qu'on peut espérer des progrès en médecine ? Est-ce qu'on peut espérer du profit pour les charlatans ? Est-ce qu'on peut s'attendre ? J'aurais reformulé comme ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à rien, comme d'habitude ? Parce que de toute façon, je boude.
Ou est-ce qu'on peut se poser encore plus de questions qu'on a de réponses? Et bien sûr, est-ce qu'on peut soulever des questions éthiques, philosophiques, économiques, tout ça? Et là, la question est forcément, franchement ouverte. Et les seules choses dont on est sûr, c'est, vous avez bien répondu pour cela, c'est qu'on va vers des progrès qui sont assez considérables. On va vers une modification du paradigme. On va soigner des gens, des maladies infectieuses, en rajoutant des choses qu'on pensait infectieuses. Donc c'est une véritable modification. Si Pasteur et Corr étaient encore de ce monde, je pense qu'ils verraient mal d'un mauvais œil de donner des bactéries pour traiter une bactérie. C'est un peu étonnant pour eux. Donc c'est probablement une évolution considérable. Du profit pour les charlatans, hélas, oui. Hélas, c'est déjà en place. Donc il va falloir faire attention. Rien comme d'habitude, c'est assez. Vous nous aimez pas, c'est ça? Probablement beaucoup plus de questions que ça ne répond. Parce que, comme je vous le disais, on étudie le microbiote à un instant donné, mais je ne sais pas qui est l'œuf, qui est la poule. Et rien que ça, c'est une question qui reste en suspens. Et des réflexions éthiques, philosophiques, c'était un peu ce que vous a dit Christophe, c'est est-ce qu'on est un être humain, un organisme supérieur, ou est-ce qu'on est des bactéries? Et dans quelle mesure on peut étudier une bactérie en considérant que ce n'est pas un être intellectuellement élevé? Et je vais laisser la fin de la présentation à Christophe pour donner ses conclusions. Oui, donc vous avez vu, ce qui est important de voir, c'est qu'on est microbien. Ce qui est important de voir, c'est qu'on découvre ça depuis peu de temps et qu'il y a plein de choses encore à découvrir pour être sûr de tout. Donc on fait émerger énormément de questions scientifiques. Il faudra des années et des années pour répondre à tout ça. Mais on vit une époque extraordinaire, sur ce plan-là en tout cas, avec des techniques qui nous permettent d'explorer ça, avec des essais cliniques qui vont révolutionner la prise en charge de plein de maladies. Alors, on ne va pas guérir de l'autisme complètement. Peut-être certaines formes d'autisme vont pouvoir être guéries par des améliorations du microbiote. Quelles seront ces améliorations? Est-ce que ça sera des probiotiques? Est-ce que ça sera des transplantations fécales, etc. Donc, vous voyez que plein de choses s'ouvrent à nous. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Donc, on part vraiment sur quelque chose de complètement nouveau. Et on est content avec Maxime de participer un petit peu à ces recherches, à cet essor-là. Et on était content de vous en parler ce soir pour vous mettre un peu dans le bain de ce qui va nous arriver dans les 50 prochaines années. Et plus, peut-être. C'est vraiment passionnant, merci beaucoup. Alors, habituellement, on a un volet de questions important après les conférences parce que chaque intervenant parle moins, mais c'est vrai que ce quiz a permis justement de poser et des questions et d'avoir des réponses. Donc, je sais pas, on peut peut-être prendre quelques questions quand même dans la salle s'il y en a. Oui, alors là-bas, il y a monsieur. Oui, merci pour cette conférence. Que pensez-vous des légumes lacto-fermentés? Alors, les légumes lacto-fermentés, tous les produits fermentés, c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre diversification qu'il faut absolument avoir. On ne va pas manger que des légumes lacto-fermentés, que du kéfir, mais il faut manger... Là, j'enfonce des portes ouvertes et puis je ne pense pas que les études sur le microbiote nous apportent encore des réponses là-dessus, mais ça reste des réponses de bon sens. Évidemment, il faut manger un peu de tout de façon équilibrée. Évidemment, il faut, mais on va dire éviter les pesticides, mais on ne sait pas quel effet ça peut avoir sur le microbiote, mais évidemment, il faut éviter les pesticides. Peut-être qu'il faut mieux manger bio, mais je ne sais pas si ça a une activité vraiment sur le microbiote. Mais vous voyez que je ne vais pas vous donner des conseils de vie et d'hygiène de vie, mais on voit que... je ne sais pas si un truc tout seul est bon. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il faut avoir une grande diversité dans son intestin. Et que cette diversité, c'est des rencontres, c'est des choses diversifiées aussi qui nous arrivent dans notre vie et dans notre alimentation. Je crois que monsieur avait une question. Alors le micro, ouais, il fonctionne bien. Alors bonsoir, donc je voulais poser une question. Alors la première, c'est par rapport à l'efficacité des probiotiques. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs souches de probiotiques. Et puis voilà, il y en a certaines qui sont plus ou moins efficaces que d'autres apparemment. Et je voulais savoir si, dans combien de temps, on va pouvoir savoir quelles souches sont efficaces. Si vous avez une notion par rapport à ça, et après je vais poser une question. Non, la difficulté, c'est que nous, on incite beaucoup les labos qui font ces trucs-là à monter des études et à nous financer des études. Pour le moment, ils ne le font pas parce qu'ils ne sont pas obligés, qu'ils ont un gain sans le faire. Mais évidemment, il faudrait qu'ils arrivent à enclencher des études, à faire financer ou à financer eux-mêmes des études sur les profits qu'ils font pour essayer de prouver des choses. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a été prouvé.
Il faut bien avoir en tête que les probiotiques, ça a un effet transitoire. Je vous ai parlé de 10 puissance 14 bactéries. Dans une gélule, on n'a pas forcément 10 puissance 14 bactéries et toutes les bactéries ne s'implantent pas au moment de leur passage. Donc il faut vraiment avoir un ensemencement régulier pour avoir quelque chose d'efficace. Il est difficile à l'heure actuelle d'imaginer qu'un probiotique réglera une situation en un claquement de doigts, en quelques gélules ou même en un pot de caca. C'est difficile de résoudre le problème. Par exemple, l'ultralevure, un vieux probiotique très à la mode. Cette ultralevure, elle est en transit, elle ne s'implante pas. Et donc, si on veut qu'elle agisse vraiment, il faudrait qu'on en prenne beaucoup plus que la petite gélule qu'on prend le matin ou les 3 gélules par jour. Il faudrait pratiquement en bouffer 10 gélules toutes les 20 minutes pour qu'elle puisse passer dans notre intestin et en passant, améliorer un peu les choses. Donc, ça vous montre un petit peu la difficulté. On a des milliards et des milliards de bactéries, puis là, on va en mettre un petit coup de 10 000. Je ne sais pas si ça a un effet, quoi. J'avais une deuxième question, c'est sur la perte de poids. Ouais, alors ça c'est quelque chose que j'ai lu. Voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais si j'ai bien compris, en fait, quand on mange des sucres, des mauvais sucres, des sucres industriels, ça crée de l'acidité au niveau de l'intestin et ça va bouffer les bonnes bactéries et ça va notamment créer de l'inflammation. Est-ce que vous pensez que l'inflammation est une source à la prise de poids ? Alors, l'inflammation, ça a été montré que les patients qui avaient une inflammation chronique étaient soumis à une prise de poids plus importante. Donc, le raccourci est rapidement fait entre je vais augmenter mon inflammation, donc je vais avoir une prise de poids. Néanmoins, tous les facteurs qui impactent, qui sont là pour réguler, peuvent faire que dans une situation donnée, si je mange que des mauvais sucres et que je me retrouve avec une acidose au niveau de mon estomac, ou même un peu après, c'est pas pour autant que je vais prendre 10 kilos en 2 heures. Parce qu'il y aura des choses qui vont contrebalancer les situations et qui du coup vont faire qu'on va stabiliser un peu le problème. C'est vraiment des expositions chroniques auxquelles vous faites allusion qui peuvent avoir un impact. Si on mange des mauvais sucres vraiment toute une vie durant, probablement qu'on sera soumis à un risque d'obésité beaucoup plus élevé. Mais ça, il faudrait presque prendre des jumeaux séparés à la naissance, un qu'on ne nourrit qu'avec du mauvais sucre, l'autre qu'avec du bon sucre et voir ce qui se passe. Parce qu'on a des déterminants génétiques qui vont impacter sur notre susceptibilité à ces facteurs, et le sucre n'en est qu'un parmi des millions. Oui, je voulais poser une question sur les histoires de neurones, parce que j'ai un peu dans la tête le neurone, l'axone, les dendrites, les machins comme ça. Vous pouvez nous éclaircir un tout petit peu cette histoire-là ? Les neurones, de façon générale, comme beaucoup d'organes, l'intestin, comme beaucoup d'organes, est innervé et a énormément de dendrites ou d'axones qui émergent à la surface de l'épithélium digestif et donc qui est en stimulation permanente avec les bactéries. Les bactéries stimulent non pas électriquement, bien que, mais chimiquement ces neurones-là. Et du coup, il y a des impacts. La sérotonine endogène, par exemple, ça a été montré que certaines bactéries sécrétaient de la sérotonine. Et donc, en ensemençant les gens avec que cette bactérie, on pourrait, par exemple, les rendre complètement maniaques. C'est encore sur le papier, parce que c'est extrêmement difficile à imaginer, mais on peut tout à fait imaginer qu'en déplétant ces bactéries qui sécrètent la sérotonine par des antibiotiques, on soit un peu moins bien. Et inversement, si on mange toujours la même chose, ou si on mange peu, tout bêtement, il est difficile d'être heureux en mangeant en dessous de ses besoins. Parce que je ne dis pas que c'est la cause, mais il y a aussi un impact sur les bactéries qui nous constituent. C'est une question de Béotien. Vous avez employé plusieurs fois le mot séquençage. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est exactement ? Alors, merci. Le séquençage, c'est déterminer les bases d'un ADN. Vous savez que nos chromosomes sont formés d'ADN. La double hélice qui a été découverte par Crick, Watson et Franklin, c'est l'ADN. Et tout notre code génétique est inscrit dans cet ADN avec des bases qui sont adénine, guanine, cytosine, thymine. Et l'alternance, la suite de ces bases, crée un espèce d'alphabet qui va être lui qui va fabriquer des protéines et des protéines différentes. Donc tous nos gènes et les gènes des bactéries sont exactement pareils avec les mêmes bases A, G, C et T et vont pouvoir, la séquence des gènes va donner une fonction et des fonctions différentes. Et donc en allant chercher l'ADN des bactéries, en le séquençant, en déterminant cette séquence, on comprend quels gènes sont présents, pourquoi ils codent et quelles fonctions vont être faites par ces bactéries-là. Et on peut même dire, j'ai le gène
celle-là, c'est le gène d'un staphylocoque. Je le reconnais parce que les bases de données me permettent d'interroger et de regarder ce que j'ai trouvé. Donc en déterminant la séquence, que ce soit notre séquence à nous quand on fait du génome humain ou quand on fait des génomes bactériens, c'est pareil. On va chercher, est-ce que c'est une nouvelle bactérie? C'est quelque chose que je ne connaissais pas parce que c'est une séquence, je n'ai jamais vu ça. Dans les bases de données, il n'y a pas ça. Il y a tel gène, ce gène, il a l'air de coder pour telle enzyme, ce gène-là, il sert à la respiration, etc. Et donc, ça nous permet de décortiquer un peu toute l'information génétique qu'il peut y avoir dans les bactéries. Et par extension, c'est entre guillemets, c'est aussi à cause de ça que les virus, par exemple, ne sont pas aussi étudiés que les bactéries. Tout à l'heure, le professeur Burico a vous parlé d'un gène qui vous permet de classer un staphylocoque, un streptocoque, un pneumocoque, par exemple. Les virus n'ont pas de gène commun. Et donc, il est impossible de séquencer tous les virus avec cette méthode qui est relativement simple. C'est pour ça que là on a parlé de bactériome, de microbiome, on pourrait parler de virome. Et ça, il y a probablement 5 à 10 ans de retard pour étudier ça. De la même manière, les champignons, par contre, peuvent être étudiés de la même manière que les bactéries. La différence est liée à l'heure actuelle au fait que les bases de données de bactéries sont extrêmement bien classées, alors que les champignons sont un bazar sans nom. Du coup, il est extrêmement difficile de faire du mycobiome, par exemple. Mais on pourrait imaginer de l'archéome, on pourrait imaginer du neurinome, on pourrait imaginer plein de choses. On est capable, aussi vrai qu'on a une signature d'un génome, on est capable de retrouver un individu par son génome, on pourrait presque, c'est pas été encore bien accepté, bien mis en place, mais on pourrait imaginer la sécrétion que je retrouve à un individu donné. J'ai pas de gène humain parce qu'il n'y en a pas assez, mais les bactéries sont capables de me dire c'est une flore qui relève d'un individu qui mange ça ou qui est tabagique par exemple. Mais ça, c'est extrêmement, on relève encore un petit peu de la science-fiction pour utiliser le microbiote dans ces applications-là. Mais c'est exactement le même principe. On a quelqu'un derrière. Oui, je voulais savoir si on avait étudié les effets du jeûne sur le microbiote. Du jeûne, oui. Les effets du jeûne. Oui, aussi vrai qu'il y a des modifications d'une suralimentation. Le jeûne modifie les bactéries qui sont en fait. Il faut imaginer que même sans donner une intention à ce microbiote, il faut imaginer qu'il est constitué de façon darwinienne. Les bactéries qui sont présentes, ils sont pour une raison. Si on fait jeûner quelqu'un de façon longue, j'entends bien. Si on la fait jeûner de façon longue, les bactéries qui servent à métaboliser ce qui normalement est l'alimentation vont péricliter et donc il va y avoir une modification du microbiote associé. De la même manière, si quelqu'un ne mange que des fast-foods, il va avoir une capacité à métaboliser les lipides, beaucoup plus que quelqu'un qui ne mange que des légumes, par exemple. Et je vous parlais de la machine à café Nespresso tout à l'heure, c'est par exemple le microbiote de cette machine les bactéries sont capables de métaboliser l'aluminium, parce que les capsules sont généralement en aluminium. Voilà, il y a plein de raisonnements comme ça qu'on peut établir et c'est probablement ce qui va se faire après la description, on va dire purement factuelle. On va être capable derrière de dire la bactérie lambda, elle est capable de faire telle chose. Et ça, c'est une étape supplémentaire qui n'est pas purement descriptive, qui est un peu plus mécanistique. L'effet du jeûne, d'un jeûne d'une journée ou 2 jours, se verra pas très très vite sur le microbiote. Ça va être plus, on le disait tout à l'heure, pour les enfants dénutris, des choses comme ça. Là, oui, il y a des changements. Le microbiote, il est quand même un petit peu résistant, à part aux antibiotiques, où là, il prend un grand coup sur la figure quand on donne un traitement antibiotique. Un changement alimentaire, il va falloir des années peut-être pour que ça installe une différence. Si vous passez au vegan la semaine prochaine, je ne veux pas vous revoir avant 2 ans pour faire votre microbiote et voir si ça a une efficacité, s'il y a eu un changement. C'est pas au bout de 15 jours de vegan qu'on va voir un changement dans votre microbiote. Il va falloir des mois et des mois. Il y a une certaine inertie pour que ça s'installe. Mais le jeûne comme modalité thérapeutique devient un peu à la mode. On entend beaucoup parler des jeûnes qui peuvent durer jusqu'à 3 semaines, par exemple. Est-ce que sur cette durée-là, on observe un changement Sur cette durée-là, j'ai envie de presque dire que c'est la durée minimale à partir de laquelle on commence potentiellement, je dis bien, je prends des pincettes qui vont bien, on commence à potentiellement voir des modifications sur certaines bactéries. Probablement qu'il y a un constituum, une efficacité qui reste à démontrer, qui est probablement d'un impact plus ou moins considérable ou plus ou moins négligeable. Mais il faut bien imaginer que cette résistance aux modifications, cette résilience, elle est extrêmement longue. Prenons l'exemple inverse, si jamais vous vous mettez à manger, vous voyagez, vous vous mettez à manger une quantité qui n'est pas votre quantité habituelle ou même une alimentation qui n'est pas habituelle, vous n'allez pas être modifié immédiatement.
Mais du coup, il faut bien avoir en tête que 3 semaines, c'est extrêmement bref et on est, entre guillemets, fait pour manger plus fréquemment que 3 semaines. Et donc, les problèmes eucaryotes vont survenir avant les perturbations microbiennes. Je crois qu'il y avait une question par là. Oui. Je donne mon micro. Pour le film, je ne sais pas trop. Merci pour le dossier. Et dans ce dossier, nous lisons que vous-même et vos collègues, vous êtes en train donc de mettre au point des traitements à base de bactéries contre le cancer, les allergies et d'autres maladies, et que les premiers essais cliniques sont bluffants. Vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, c'est l'article qui est dans le Science et Vie là, de ce mois-ci, que je vous recommande, parce qu'il y a 17 pages sur le microbiote. On vous en a mis quelques-unes qu'on a pu tirer du site internet et qui sont en libre accès. C'est des termes un peu journalistiques, on va dire. On attend beaucoup des essais cliniques qui sont en cours. C'est très clair. Il y a eu déjà des essais cliniques. On vous a parlé de transplantation de microbiote chez les personnes qui avaient une infection à Clostridium difficile qu'on ressuscite alors qu'on n'y arrivait pas avec les antibiotiques. Là, c'est quelque chose qui a marqué les esprits et on voit d'autres essais qui nous donnent des très bons résultats. Mais ces résultats, il faut qu'on les confirme. Évidemment, changer le microbiote de quelqu'un, est-ce que ça tient ? Est-ce que ça tient 3 semaines? Est-ce que ça tient plus longtemps? Est-ce que les gens qui ont des maladies inflammatoires du tube digestif, est-ce qu'il va falloir les traiter une fois et ça sera bon? Est-ce qu'il faudra les traiter tous les 15 jours, tous les mois? Évidemment, il va falloir plein d'essais cliniques pour pouvoir répondre à ces questions. Donc oui, il y aura des réponses, mais là, le journaliste s'est emballé, c'est sûr, mais dans 15 jours, on n'aura pas de réponse à toutes ces questions-là. C'est un peu moins compliqué et un peu moins délétère, mais c'est encore quelques années de travail et je mets un grand S à quelques. Plusieurs. Plusieurs, avec beaucoup d'S. En tout cas, c'est beaucoup d'espoir. On prend une dernière question. Ah oui, cette question, oui, mais elle a été en fait la question sur l'impact de l'alimentation. On en a beaucoup parlé. En dehors de l'hérédité des parents, y a-t-il d'autres facteurs mutagènes? Mais on en a également parlé. Donc, une dernière question, et puis oui, monsieur. Merci. On connaît, vous l'avez exprimé devant nous, les modifications dues à un traitement antibiotique. On a malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, l'occasion les uns et les autres d'en prendre. Est-ce que vous avez un conseil à nous donner pendant un traitement antibiotique? Oui, c'est toujours les mêmes conseils, c'est-à-dire qu'on savait que prendre des antibiotiques développait des résistances et qu'il ne fallait pas prendre des antibiotiques pour des infections virales, par exemple. Là, ça reste encore plus vrai parce qu'on sait maintenant que prendre des antibiotiques développe des résistances, mais aussi bousille notre microbiote. Et donc, c'est une raison de plus pour laquelle il ne faut pas prendre, quand on a une rhinopharyngite, des antibiotiques, parce que 90% des rhinopharyngites sont virales. Quand on a une angine, on fait le petit test qui dit est-ce que c'est bactérien, est-ce que c'est viral? Parce que quand c'est bactérien, là, il faut prendre l'antibiotique. Mais quand ça ne l'est pas, là, on évite de prendre l'antibiotique, à la fois pour ne pas développer de résistance, mais pour ne pas perturber notre microbiote. Ma question était plutôt, s'il y a nécessité, s'il y a un traitement antibiotique qu'il faut prendre, toujours dans la balance bénéfice-risque, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour essayer de limiter l'impact sur le microbiote? C'est la question des probiotiques, de l'ultralevure au cours des traitements. Personne n'a jamais prouvé que c'était vraiment efficace jusqu'à maintenant, mais parce qu'il n'y a pas eu d'études correctes faites pour montrer ça. Est-ce qu'on est mieux? Est-ce qu'on a moins d'effets secondaires, etc. Il semble que oui. Est-ce qu'on guérit mieux? Je ne sais pas. Est-ce qu'on préserve son microbiote en prenant des probiotiques en même temps que le traitement antibiotique? Personne ne l'a jamais encore montré.
Le seul conseil qu'on peut garder, mais ça reste du bon sens effectivement, c'est de garder une variation dans notre alimentation par exemple. En continuant de s'ensemencer, c'est assez beau comme métaphore, on est une boîte de gélose. En continuant de s'ensemencer régulièrement en ayant un contact ne serait-ce qu'avec son voisin ou en lui serrant la main ou en mangeant dans le bac à sable, on continue de s'ensemencer avec des bactéries qui naturellement sont détruites par les antibiotiques. Donc c'est une sorte un peu de compensation à minima. En restreignant en plus le contact avec l'extérieur, c'est là où il y a quelquefois des problèmes. Et l'exemple type, c'est malheureusement les enfants ou les adultes qui sont en chambre stérile, qui ont une chimiothérapie, des antibiotiques, qui par définition sont dans une chambre avec le moins de bactéries ou de micro-organismes possible. Et généralement, c'est là où il y a des complications majeures avec la prise d'antibiotiques qui, dans une population générale, n'est pas si impactante que ça. Mais là aussi, c'est un bénéfice-risque. On sait très bien que si on les exposait à plus de bactéries, ils en deviendraient malades encore plus. Donc c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est le bénéfice-risque. Il y a des fois où il faut vraiment prendre l'antibiotique, sinon on va crever, quoi. Donc là, il ne faut pas hésiter. Par contre, je vous dis, on consomme en France 2 fois plus d'antibiotiques, voire 3 fois plus qu'en Hollande. En Hollande, l'espérance de vie est très bonne, hein, donc ça veut dire qu'on peut faire des efforts de ce côté-là et que notre microbiote français est peut-être moins bien que le microbiote de nos collègues gonono. Il y a de l'importation en perspective. Et n'oubliez pas que une partie non négligeable des antibiotiques qu'on consomme vient de notre alimentation ou de l'environnement. Donc du coup, c'est pas parce que vous ne prendrez jamais antibiotiques que vous ne serez pas exposé. C'est pas aussi simple, on va dire. Merci. Un grand merci, c'était très intéressant, merci beaucoup.